Merci d'être avec nous. Nous sommes en direct partout en France. 49 départements en vigilance rouge et les températures vont encore monter. Tout le monde sur ce plateau, toutes les fonctions sont là. Les journalistes, Anne Niva, Guillaume Roquette, les pompiers en votre personne. Merci beaucoup d'être là, lieutenant-colonel Brocardi. Vous êtes très sollicités, les pompiers, ce soir. On va voir des images dans un instant. Les médecins en votre personne, docteur Hamon, médecin généraliste, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Et vous avez 79 ans. Ouais. Combien de patients ? 2638. 2638 ? Déclaré comme médecin traitant, oui. Ah, extraordinaire. Et puis la météo, évidemment, avec notre consoeur Claire Delambre. Commençons par vous, par cette image tellement impressionnante. Elle est plus qu'impressionnante, elle est inédite, elle est historique à tel point que on va bientôt manquer de qualificatifs pour qualifier justement les anomalies. Donc 49 départements en vigilance rouge, c'est du jamais vu, surtout pour débuter l'été. C'est aujourd'hui, officiellement, le 21 juin. Et la chaleur ne va faire que s'intensifier dans les prochaines heures, puisqu'on n'a pas du tout atteint le pic, voire le plateau. C'est surtout à partir de demain où la situation va s'aggraver, où l'on pourrait localement allègrement dépasser les 40, voire les 42 degrés sur bon nombre de nos régions. Et ça pourrait se maintenir encore pour mardi, mercredi, jeudi, et on pourrait espérer, je dis bien espérer, une petite baisse à partir de vendredi, mais cela, bien évidemment, reste à confirmer. Tout est impressionnant dans ces images. Guillaume Roquette, je fais appel à vous, vous qui venez un peu de l'Est, c'est ça ? Allez, au sens large. Enfin, plutôt de l'Aveyron. Donc la façade atlantique, qui est où généralement il faisait un peu plus frais, là non, hein. Oui, effectivement, c'est intéressant parce que ça montre qu'il n'y a pas la coupure classique entre le nord et le sud. Alors, je parle très prudemment devant une grande spécialiste, mais ce qui est effectivement, de même qu'il va falloir s'habituer à vivre avec la canicule, il va falloir s'habituer à vivre avec des données de température qui sont pas celles qu'on nous avait apprises à l'école, où on nous expliquait que plus on descendait vers la Méditerranée, plus il faisait chaud. Ben maintenant, c'est plus le cas. Avec des records, hein, Charente 40,9. À Pauillac, en Gironde, 40,6, Poitiers, 39,2, dans le Cher, 42 degrés. On est là dans une sorte de litanie de records. Ah ben là, c'est vraiment l'ouverture du bal, et ce ne sont que des températures, enfin ce sont des records mensuels pour un mois de juin, mais là où j'attire votre attention, c'est un record absolu de température. Donc là, ça veut dire que c'est une température qui n'a jamais été atteinte, tout mois confondu, et c'est à Châteaumeillan, dans le Cher, où nous avons recueilli cet après-midi 42 degrés. Donc ça nous laisse imaginer la suite. On va tout de suite se rendre dans un endroit qui est emblématique ce soir, en tout cas pour Paris, c'est le canal Saint-Martin. Vous y êtes, Brandon Warrett, voilà. Soir tombant, il fait encore clair, c'est décidément l'été, c'est aujourd'hui le solstice d'été d'ailleurs, et il y a énormément de monde. Effectivement, bonsoir Darius, il y a tellement de monde qu'on a même du mal à trouver du réseau internet, hein, c'est pour vous dire. Et regardez, je ne sais pas si vous voyez, il y a quelques Gaulois réfractaires qui sont dans l'eau à 22h21 malgré l'interdiction depuis 20h, parce que vous le constatez peut-être, il y a un pont derrière moi et ce sont des gendarmes et des policiers qui sécurisent l'endroit, parce que depuis tout à l'heure on a vu de nombreuses personnes en train de plonger. Évidemment, on fait attention, des mesures de sécurité importantes, beaucoup de monde rassemblé sur ce quai de Valmy. Je vous rejoins mesdames, en pleine discussion, vous êtes en direct sur LCI, oui. Il fait chaud ce soir, il y a un petit vent frais quand même. Hein. Ah non, il fait trop chaud, non, il fait chaud, il fait chaud. Oui. Beaucoup nous disent, ce soir on va pas rester dans l'appartement parce que les températures sont trop élevées, on profite de l'extérieur. C'est toujours mieux dehors parce qu'il y a un peu de vent, c'est sûr, faut pas habiter au 5e étage sans ascenseur quoi. Alors vous savez qu'il y a une règle qui est entrée en vigueur depuis ce matin, 11h, interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique. Alors on peut justement en face, là il y a des restaurants, mais si vous vous rendez à quelques mètres d'ici, interdit. Et là je vois quand même que vous avez de l'alcool ce soir. Hein. On a de l'alcool malheureusement, on a vu passer cette règle, mais visiblement elle n'est pas respectée, et Dieu merci. Ouais. Franchement, je rappelle quand même l'alcool, c'est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Quelle est la suite du programme, parce qu'on voit des milliers de personnes ce soir rassemblées? Après on va aller peut-être à une autre soirée là plus loin, mais après on boit de l'alcool, mais c'est responsable, on a pris de l'eau, etc. Vous savez que vous risquez une amende de 135 €? Bien sûr, mais après je pense que c'est à l'État de mettre des stands où on peut boire de l'eau. Ouais. Justement, j'ai vu des policiers à quelques mètres d'ici verbaliser certaines personnes, 135 € et tous nous disent qu'on ne s'attendait pas à voir des restrictions aussi fortes. Boire de l'alcool, c'est sûr c'est dangereux et c'est pas forcément bien, mais je pense que franchement on aurait dû avoir des points d'eau où on pouvait boire de l'eau juste gratuitement. Il y aurait déjà moins de problèmes dans les urgences, aux hôpitaux.
malgré la chaleur, vous gardez le sourire. Oui, bien sûr. On vous laisse profiter, bon courage à vous et beaucoup de monde. Rassemblez mon cher Darius. Quand même, pour assurer la sécurité, il y a 4800 policiers et gendarmes, également 2500 pompiers, parce que la fête, vous l'aurez compris, elle ne fait que commencer ici dans le nord de Paris. Alors, merci Brandon. Restez un instant, juste qu'on voit là le canal. Il y a relativement peu de gens qui se baignent ici, quand même un peu là au fond. Alors en réalité il y a beaucoup de monde depuis tout à l'heure, sauf qu'en fait il y a beaucoup de policiers qui font des allers-retours, donc certains vont faire des petits plongeons, monsieur là-bas, et ils repartent de l'autre côté, mais il y a quand même, depuis tout à l'heure, je suis là depuis environ 1 heure, j'ai dû voir une 50aine de personnes quand même. Regardez par exemple là-bas, en direct, je vous montre un peu au fond, là-bas, attendez, juste ici mon cher Darius, il y a du monde, environ une dizaine de personnes. Ils prennent des risques parce que les policiers leur ont demandé de ressortir, ils n'ont pas accepté, mais juste à côté il y a les policiers qui les attendent à la sortie. Le risque, c'est l'amende de 135 €. Merci beaucoup, on vous retrouve dans un instant. Brandon, colonel Brocardi, la baignade, il faut dire un mot, ça c'est la partie sérieuse de l'affaire, c'est que le risque de noyade en ce moment est accru. Il est accru, on le sait, les risques d'hydrocution. Le fait évidemment que lorsque l'on veut rester longtemps dans l'eau, il y a un effort qui est donné, notamment pour les personnes les plus vulnérables, les personnes les plus âgées. Donc le sujet, c'est encore une fois d'être le plus précautionneux possible, de faire attention les uns et les autres et d'être solidaires, de se surveiller entre soi. Et surtout qu'aujourd'hui, on sait que pertinemment, la tension sur toute l'activité a été réduite considérablement. On est passé de 2 minutes 30 à près de 45 secondes aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il suffirait de 10 cm d'eau pour qu'un enfant se noie et qu'on ne l'observe pas au moins pendant 2-3 minutes pour que derrière un drame survienne. Il faut rendre hommage à vos collègues parce que la soirée est rude, là, parce qu'il y a la fête de la musique, plus la chaleur, les urgences, etc. C'est une soirée très... Je pense que c'est tous les services publics qui aujourd'hui doivent être encouragés et qu'on doit remercier parce que pour essayer de maintenir à la fois l'aspect sanitaire, à la fois sécuritaire et de secours, il faut évidemment que tout le monde puisse tenir son rang. Ce soir, c'est la fête de la musique. C'est qu'une fois par an, donc c'est une anomalie qui est organisée. Et ce qui va être compliqué ce soir, c'est cette coïncidence avec ce phénomène climatique. Donc, bien sûr que imposer le fait que personne ne boive, ça va pas être facile. Mais il faudrait des protocoles, peut-être non pas stricts, mais un peu plus fluides, parce que par définition, ce soir, on l'a entendu. D'ailleurs, ils l'ont dit avec beaucoup de gentillesse et de bonhomie. Tout le monde a l'air d'être conscient des risques, mais en même temps, on peut pas empêcher les gens d'avoir envie de faire la fête une fois l'an. On va parler de la climatisation, de ce qui change en France, qui devient pour ainsi dire un pays du Sud du point de vue du climat. Mais quelques mots encore sur ce côté vraiment service et conseil, docteur Hamon. L'alcool en particulier, c'est vraiment un facteur aggravant. Oui, bien sûr, c'est un facteur aggravant. Là, c'est quand même pas difficile. Depuis 2003, quand même, ça fait quand même quelques émissions que vous avez dû faire sur la canicule et les précautions à prendre. Mais c'est vrai que l'alcool est absolument prohibé. Il faut boire, il faut pas faire d'efforts. Là, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai encore vu des gens courir en plein cagnard. Je me dis, mais c'est pas possible que... Ça veut dire, pardon, le jogging, les gens qui sont habitués, il faut pas le faire. Vous faites monter la température corporelle, vous vous déshydratez, et vous avez un coup de chaleur. Alors si attraper une crampe, c'est pas grand chose, mais prendre un coup de chaleur, ça peut être il y a un risque mortel. Donc franchement, faire des efforts en pleine chaleur quand vous n'êtes pas préparé, pas entraîné, etc. Je vois des gens qui ont couru tête nue, sans aucune protection, etc. Et même, souvent on voit les joggers courir avec de l'eau, etc. Là, il y avait rien. Le type, il était en pleine rue. Il devait être 11h du matin. Je me dis, mais quand les gens sont pas raisonnables, quoi. Il y a précaution minimum à prendre. La première réaction qu'on a face à ce genre de comportement, ou face à ces jeunes qui disent nous on s'en fout, on boira de l'alcool quand même, c'est de dire tant pis pour eux. Tant pis pour eux s'ils ont une installation en plein footing. Le problème, c'est que derrière, il y a un système hospitalier qui est embouteillé, et donc effectivement, c'est pour ça que l'État, même si c'est un peu pénible, ce côté mettre un policier derrière chaque citoyen en disant vous n'avez pas le droit de vous baigner, vous n'avez pas le droit de boire une bière, mais en même temps, si ça n'est pas fait, comme il n'y a pas une autorégulation, parce que le sens civique disparaît de plus en plus dans notre pays, eh bien, il y a un engorgement à l'hôpital avec des risques pour des gens qui ont vraiment besoin d'y aller, de ne pas être soignés suffisamment vite. Donc on n'a pas le choix, malheureusement. La conscience a évolué. Moi, je vous rappelle très bien le rosé, par exemple, la consommation déraisonnable de rosé qui était, pour ainsi dire, un corollaire nécessaire de l'été chez beaucoup de gens. Maintenant, quand même, la conscience dans les restaurants, on aura dans un instant Stéphane Manigold, ça a un peu changé.
Écoutez, je sais pas si ça a tellement changé. Vous savez, moi, je suis dans mon cabinet, je vois des gens qui ont quand même une consommation d'alcool qui est pas toujours raisonnable, quel que soit le temps. Mais et c'est ça qui est dommage, si vous voulez, c'est que on va occuper du personnel médical pour des gens, alors qu'actuellement ceux qui souffrent réellement, ce sont les personnes âgées qui sont isolées, qui ne ressentent pas le besoin de la chaleur, qui vont avoir besoin d'authentiques soins. Et là, je parlais tout à l'heure des conséquences de la canicule de 2003 et de la lenteur de réaction du gouvernement. En 2003, donc il y a eu cette canicule. En 2007 est paru un décret stipulant que au plus tard en 2012, il devait y avoir des groupes électrogènes dans chaque EHPAD. Oui. Le budget vient d'arriver en 2026. J'étais au téléphone en arrivant ici avec le responsable de l'EHPAD qui me dit le budget vient d'être voté, 56 000 euros. Mais par contre, il doit avoir de l'argent pour soutenir ce groupe électrogène qui pèse 7 tonnes, mettre l'électricité, etc. Il va lui manquer 50 000 euros. Et docteur Ramon, on va parler de la clim en particulier, mais puisque vous parlez de 2003, rappelons juste la surmortalité, pour bien rappeler que tout ça est sérieux, hein, c'est pas une affaire simplement légère. Canicule de 2003, France, 15 000 morts en plus de la moyenne habituelle, hein, beaucoup de personnes âgées, mais pas seulement. Europe, 70 000 morts, donc c'était une hécatombe, hein, 70 000 personnes, et ça vous l'avez vécu aussi. Oui, bien entendu, c'est malheureusement des choses que l'on peut encore rencontrer. Je crois même que là, ce soir, on apprend de par le ministre de la Santé que malheureusement 2 personnes sont décédées en Gironde et liées directement aux effets de canicule. Donc le sujet, c'est encore d'être précautionneux, c'est encore des personnes les plus vulnérables. Je pense qu'il y a un mot qui prend tout son sens aujourd'hui dans ce genre de situation, quelle que soit, on va dire, la situation de crise, c'est la solidarité. Vous savez, en général, nous, on prépare toujours les événements chez les sapeurs-pompiers avant qu'ils ne se transforment en crise. Là, le sujet, c'est de donner encore le plus le moyen possible et des astuces aussi aux concitoyens pour qu'ils s'adaptent sans être à la fois forcément être restrictif, sans être systématiquement dans la peur et dans la crainte, parce que ces événements-là, aujourd'hui c'est la canicule, demain ça va être le retour des inondations, après-demain le retour de la neige, bref, à chaque fois, on a toujours un système qui fait qu'à un moment donné, on a l'impression que ces changements privent les libertés et privent forcément de la bonne conscience. Quand on dit qu'il faut boire davantage, c'est jusqu'à quel point ? Non, mais il faut boire davantage, mais je vois que vous n'avez pas réagi à la lenteur de l'administration. Alors on va en parler, attendez. 2003, la canicule. Ça, c'est votre côté syndicaliste. Ça arrive. Non, mais 2000, c'est pas syndicaliste. Non, mais on parle du vieillissement de la population. On parle de la prise en charge des personnes âgées. On parle de solidarité. Si vous, dans votre entourage, vous connaissez une personne âgée isolée, eh bien, assurez-vous qu'elle ait ce qu'il faut, qu'elle boive, qu'elle mange, etc. Parce que en 2003, après la canicule, on a vu cette réunion sur ce qu'il fallait faire, et on avait proposé d'augmenter les journées d'hospitalisation à domicile et d'augmenter les équipes de gériatrie avancée. On avait répondu, nous, les 3 généralistes qui étaient présents pour l'administration, ces équipes-là existent. C'est l'infirmière libérale, le médecin généraliste et l'aide-soignant. Docteur Ramon, écoutez la séquence qui vient, c'est une des séquences les plus inouïes en la regardant avec le recul. C'est 2014, Evelyne Delia, votre consoeur qui présente la météo, qui prévoit, qui essaie de projeter ce que seront les températures en 2050. Et écoutez bien et regardez bien, puisqu'on comprend qu'en fait, on y est déjà maintenant en 2026. Dans l'après-midi, on atteindra ou dépassera encore les 40 degrés, 41 à Agen, 41 à Strasbourg, 40 dans les capitales, 42 pour Lyon et jusqu'à 43 degrés prévus à Nîmes. Voilà, c'est la séquence évidemment la plus parlante, elle parle d'elle-même. Et encore, cette carte a été imaginée au mois d'août 2050. Là, je rappelle qu'on est au mois de juin 2026. Donc, on est vraiment très très loin des projections qu'on a pu faire. Et donc, justement, j'ai envie de dire que le pire reste à venir, tout en essayant de rester quelque part optimiste. En 2050, la moyenne de température pour la moitié nord en été serait de 40 degrés, et plus au sud, on pourrait atteindre, voire dépasser les 50 degrés. Et ceci, c'est du concret, c'est du réel. Si on ne met pas en place dès maintenant une adaptation ou un plan au minimum sur le moyen long terme. Mais le problème, Darius, c'est que la France gère ces événements caniculaires de plus en plus fréquents comme quelque chose toujours d'exceptionnel.
Absolument. Et alors que c'est en train de devenir, à vous écouter et à lire tout ce qui se passe, la norme. De toute façon, c'est la norme aujourd'hui. Donc pourquoi est-ce qu'on est dans cet état de déni, de pérennité du phénomène ? Je ne sais pas, mais c'est l'impression qu'on a à chaque fois que ça se reproduit. C'est-à-dire que vous autres qui êtes constamment en face de ces phénomènes, est-ce que vous voyez, par exemple, vous, colonel, dans la façon dont les gens, les citoyens se comportent, une différence. En fait, on tombe sur des paradoxes parce que aujourd'hui, on pourrait se dire que lorsqu'il y a une inondation, par exemple, on dit aux gens, surtout ne descendez pas dans les sous-sols. Oui. Et là, il faudrait quand même dire l'inverse. Oui. C'est dans les sous-sols aujourd'hui qu'on a le plus frais. Ouais. Aujourd'hui, les aménagements les plus simples, ça serait les aménagements des parkings d'immeubles. Parce que ça demanderait juste un coup de peinture, un coup de vie correct, et ça pourrait remettre du sens et du lien socialement dans l'immeuble. On va pas aller vivre dans le. Et effectivement, c'est beaucoup plus simple de descendre avec un ascenseur dans le sous-sol et attendre que les chaleurs passent, et de remonter un tant soit peu. Donc, mais vous leur dites, c'est des conseils que vous donnez ? Mais c'est des conseils, en fait, sur lesquels il faut se baser et réfléchir. Derrière, ce sont des mouvements et on va dire des orientations qui doivent être prises pour, en fait, éclaircir un petit peu des chemins d'adaptation. On passe par le canal de Saint-Martin parce que la lumière baisse et après on ne verra plus Brandon Warrette. Dites-nous un mot. Voilà, non, on voit encore bien. On voit tout bien. Brandon Warrette, la foule toujours, la grande foule, vous m'avez compris. Brandon Warrette, on voit d'ailleurs que les gens continuent à se baigner. Et ça rejoint ce qu'on entendait ici, c'est-à-dire entre les consignes de prudence et la réalité, il y a évidemment un peu de marge. C'est très beau. Il y a beaucoup de policiers et gendarmes mobilisés sur ce quai de Valmy et ce quai de Gemap, mais quand même, on a effectivement beaucoup de baigneurs. Justement, messieurs, Hugo Daniel, approchez-vous, parce que là, vous vous baignez ce soir. Vous savez que c'est interdit, hein ? Ils ont autorisé, ils sont venus nous dire que c'était autorisé. Non, jusqu'à 20h. Ouais, mais c'est pareil. Et il fait 35 degrés, on n'en peut plus de la chaleur, c'est trop. Et justement, dans les appartements parisiens, franciliens pour vous, c'est très difficile de la supporter, la chaleur ? Ah mais c'est atroce la chaleur dans Paris. Dans les appartements, franchement, on n'en peut plus. On habite dans les toits, on est étudiant, c'est super compliqué. Là, le seul moyen, c'est de s'hydrater avec l'eau. On vient se rafraîchir ici parce que c'est vraiment bien d'avoir le canal Saint-Martin juste à côté et ça permet de prendre l'air, de se rafraîchir. Surtout de la fête de la maison. Parce que vous risquez quand même une amende de 135 €. Maxence, je vous vois depuis tout à l'heure, vous arrêtez pas de me dire je vais aller dans l'eau. Ouais, là, vous voulez sauter, c'est ça ? Là, j'ai envie, là. Là, je vais y aller, là. Bon, bah allez-y. Allez, let's go ! Et donc, ça saute derrière moi, vous les constatez. Il y a beaucoup de monde, avec le risque de se prendre une amende, beaucoup de policiers et gendarmes mobilisés, et beaucoup nous disent on va rester là jusqu'au bout de la nuit. Merci beaucoup, Brandon, merci infiniment. Oui, justement, un témoignage poignant de ce jeune homme qui se plaint de la chaleur. Il y a aussi un effet qu'on n'a pas trop tendance encore à parler, mais qui est factuel aujourd'hui, c'est que dans les grandes villes, et particulièrement à Paris, on a cet effet d'îlot de chaleur urbain. Et donc, c'est complètement le cas, parce que plus une ville est bitumée... Parce qu'on a trop bétonné. Exactement, et justement, il y a aussi très peu d'espace végétalisé. Eh bien, toute cette ville, elle emmagasine toute la chaleur au sol la journée, et puis la nuit, elle la restitue dans l'atmosphère. Donc, en fait, on n'a pas du tout l'occasion de récupérer, et donc des températures nocturnes sous abri qui peuvent être estimées ne serait-ce qu'à 22 ou 23 degrés, c'est déjà très chaud pour la nuit. Eh bien, par exemple, à Paris, en termes de ressenti, on pourrait ressentir justement beaucoup plus. Écoutez les politiques, parce que le débat devient évidemment très politique sur les moyens. Certains parlent d'un plan climatisation d'urgence, de plan à très grande échelle. Deux avis opposés, c'est Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Si je suis élu présidente de la République, je mettrai en place un plan massif de climatisation. Les écologistes, à partir du moment où ils veulent pas quelque chose, ils vous tordent des études, ils vous sortent des trucs, ils vous les coupent en petits morceaux, ils vous prennent des bouts de phrases pour réussir à vous convaincre qu'il faut pas le faire. Donc je veux dire, l'absurdité, c'est de faire mourir les gens de chaleur, d'accord ? Ça, c'est l'absurdité. C'est le truc qu'il faut pas faire. Il faut surtout pas faire ça. Climatiser partout, ça veut dire augmenter les dégâts. Bien sûr. Bon, ça m'étonne pas, elle y connaît rien. Alors ça, c'est vous. Elle y connaît rien. Pardon, je retire. Guillaume Roquette, c'est le débat de l'heure. C'est le débat de l'heure derrière tout ce qu'on a vu. Oui, parce qu'en fait, il y a deux attitudes par rapport à cette montée du réchauffement climatique. C'est
traditionnellement, la gauche, en particulier les écologistes, ils n'aimaient pas la climatisation. Pourquoi ? D'abord, il y avait un côté un peu culpabilisant, un petit peu puritain, en disant non, il faut souffrir, tant pis, c'est le réchauffement. Et puis il y avait cette idée que si on traitait les conséquences du réchauffement climatique, par exemple avec un plan de climatisation, on ne dépensait plus d'argent pour lutter contre le réchauffement. Et la vérité, c'est qu'effectivement, les Français, quand on leur dit il va y avoir une taxe carbone, ils n'en veulent pas, ça fait les gilets jaunes. Donc c'est tout. Il faut être pragmatique. Et ça consomme. Disons les choses, ça consomme quand même. Oui, ça consomme. Mais attendez, nous avons une industrie nucléaire. Je veux dire, la France est le pays au monde où l'électricité est la plus décarbonée. Donc on peut s'en servir. C'est pour ça que je disais que ça relevait du puritanisme. Ça relevait plus d'une vision idéologique des choses que d'une réalité. Maintenant, sur le fond, je pense qu'on ne peut pas demander à l'État d'installer des climatiseurs dans chaque appartement. Je veux dire, il faut que les gens modifient leur façon de vivre. Il faut qu'ils soient plus vigilants, effectivement, sur les logements qu'ils achètent. Mais on ne peut pas attendre que tout vienne de l'État. En 2003, le ministre de la Santé, Jean-François Mattei, il avait démissionné, le malheureux, parce qu'on lui avait dit « Ah, vous n'avez pas vu venir la canicule ». Et depuis, il y a cette espèce d'idée ancrée chez les Français que on n'a qu'à se tourner vers l'État, il va régler le problème. Non. Regardez la différence entre la France et beaucoup de pays du Sud. On dit la France est en train d'aller vers un climat du Sud, mais en termes de climatisation, elle n'a pas pris cette mesure-là. Espagne, 41% des logements équipés de climatisation, Italie 56%, Grèce 54%, et puis France 20%. C'est un autre monde, hein. Oui, non, mais là, on parle de ça, mais moi, pour revenir sur le côté politique de la chose, je pense que là, il y a trois endroits actuellement en France où il y a de la climatisation, où il fait frais. C'est les hypermarchés, ce sont les cinémas et ce sont les églises. Donc les églises, c'est impeccable, ça coûte pas cher, c'est frais. Et fraîcheur naturelle, là. Voilà, c'est naturel. Donc ça touche pas la couche d'ozone. Mais là, est-ce que vous croyez mais les hôpitaux, pardon, docteur Doucoupé, mais si je comprends bien, il y a le cas fameux maintenant de Nantes avec cet hôpital où tout ne sera pas climatisé. C'est vrai qu'en 2026, en termes de projet, ça paraît étonnant. Oui, c'est vrai, mais Nantes, c'est là que j'ai fait mes études et j'ai commencé. Je sais pas ce qu'il y a à Nantes. Il y a un problème d'architecte sûrement. Mais moi, quand j'ai commencé mes études, ils ont été obligés de péter tout l'étage. Ils avaient construit déjà 9 étages. Ils ont été obligés de péter tous les étages parce que un lit ne rentrait pas dans l'ascenseur, si vous voulez. Donc Nantes, c'est un hôpital maudit sur le plan d'architecture. Mais c'est pas tout à fait ça à Nantes. Il va y avoir un nouvel hôpital, un nouveau CHU dont la construction sera achevée fin 2028. Et donc effectivement, le bloc opératoire sera évidemment climatisé, les laboratoires, les chambres de réanimation, les urgences, mais les chambres auront la possibilité d'être rafraîchies. C'est ce droit à la fraîcheur, on parlait de politique. C'est rarissime, Marine pardon. Tondelier veut un droit à la fraîcheur. Qui sur ce plateau a la climatisation chez lui? Vous avez la climatisation? Non. Vous? Effectivement, je souffre. Non. Donc il y a zéro clim, moi non plus. Donc ça veut dire qu'on est il y a seulement 13% des appartements en France qui sont équipés de climatisation et 28% des maisons individuelles. Voilà. Oui. En réalité, personne. 13%, quoi. C'est très peu de gens. Oui, mais commençons par climatiser les endroits qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les EHPAD. Effectivement, quand on voit que 13 ans, qu'est-ce que je raconte, 23 ans après, voilà, 23 ans après la grande canicule de 2003. Hydratez-vous, hein, Guillaume. Oui, il n'y a pas encore de pardon, la ministre prend la parole de la santé. Écoutons-la. Vous pouvez vous rapprocher, s'il vous plaît. Merci. C'était important pour moi de pouvoir venir ce soir et déjà d'une part remercier les soignants qui sont mobilisés ici, toutes les équipes de régulation, d'assistants de régulation, la sécurité civile aussi qui est venue prêter main forte. Ce qu'on peut voir, ce qui m'a frappé, c'est l'anticipation qui a été prise puisque les équipes ont été renforcées pour cette soirée dont on sait qu'elle peut être critique, je dirais, en nombre d'actes à réaliser pour des équipes d'urgence. Je sens à ce stade, en tout cas ce qui m'a été dit, c'est qu'il y a une énorme augmentation d'appels, en volume d'appels depuis cette journée, de l'ordre ici
de presque 60% d'appels, pas forcément pour des gens qu'on doit emmener dans les services d'urgence. Il y a encore visiblement une stabilité sur les services d'urgence. On n'est pas encore dans une tension critique de ce qu'on peut voir de ces services du SAMU. Donc remercier les professionnels et aussi sentir un petit peu comment se passe ce début de fête de la musique. Alors pourquoi les gens appellent si c'est pas possible ? D'abord, remercier Madame la Ministre pour la visite. C'est normal d'être présent comme maire aux côtés de la Ministre et du directeur général de la PHP, ici à l'hôpital Necker, au centre de régulation du SAMU de Paris. Simplement d'abord pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés, qui vont travailler toute la nuit pour faire en sorte qu'à la fois gérer la situation météorologique avec la canicule, mais aussi la fête de la minute qui se déroule en ce moment même, et qu'à chaque fois qu'il y a des grands rassemblements, il y a besoin d'avoir des professionnels de santé, les pompiers, les forces de police. Et donc voilà, c'était à la fois un message de sympathie, de gratitude pour les professionnels de santé et d'être aux côtés de la ministre. Je sais que le gouvernement a beaucoup travaillé pour la mobilisation des forces de santé ce soir au-delà de la fête de la musique pour préparer les jours prochains qui s'annoncent difficiles. Rappeler les consignes, il faut boire, prendre soin, et quand on ne peut plus, quand ça ne va plus, eh bien c'est là qu'on appelle les pompiers ou le SAMU pour l'orientation. Et je les remercie beaucoup parce qu'ils sauvent des vies. Les gens appellent, et vous disiez, pas forcément pour des choses extrêmement graves. Pourquoi ils appellent en fait ? Qu'est-ce qui les motive ? Alors peut-être, je vais laisser le professionnel répondre à cette question. Rappelez qui vous êtes. Bonjour, je suis le professeur Adnet, je suis responsable du SAMU de Paris. Tout d'abord, je tiens à remercier le maire de Paris et Madame la Ministre de leur visite. Les personnels, ils sont très sensibles et se sentent très confortés dans cette mission qui est assez difficile, qui est liée aux événements climatiques et à un rassemblement de foule très important. Alors, quand on a des rassemblements de foule comme ceci, on renforce notre dispositif. C'est-à-dire qu'on met plus d'équipes, on met plus de régulateurs pour absorber le surplus d'appels de l'ordre de 60%. Les appels que l'on gère se divisent en appels pour urgence vitale et en appels pour simple malaise, pour petite traumatologie. Et c'est vrai que la majorité des appels, c'est de la petite traumatologie. Ce sont des malaises sans gravité, mais aussi on a notre lot effectivement d'urgence vitale liée, si vous voulez, au rassemblement d'une population très importante et des conditions évidemment climatiques. Et les urgences vitales, c'est quelle augmentation par rapport à la normale ? Alors, les urgences vitales augmentent moins que les urgences relatives, et ça on l'observe dans quel que soit le rassemblement de foule, quel que soit l'événement sportif. Donc elles augmentent de l'ordre de 10%. Et ce qu'on craint beaucoup dans des épisodes de canicule, ce sont les coups de chaleur, et les coups de chaleur d'exercice, c'est-à-dire des patients qui sont en hyperthermie. Ils ont une température qui monte et qui aboutit quelquefois à un coma. Donc c'est une pathologie très spécifique, très liée à la canicule. Nos secouristes se sont équipés de baignoires, c'est-à-dire de moyens de les refroidir très rapidement. Et nous, on est derrière pour réguler tout ça, pour les prendre en charge et les amener dans les services adaptés. Voilà, ce que dit l'urgentiste sur les malaises est très intéressant. Il y a évidemment quelques cas graves, mais il y a beaucoup de petits malaises. C'est quel type de malaise, docteur ? Ça commence par les avant-coups du coup de chaleur, c'est-à-dire que vous commencez par avoir mal à la tête, vous commencez par avoir l'esprit un peu ralenti, vous avez des nausées, vous pouvez vomir, et puis si vous avez quelqu'un à côté de vous qui commence à tenir des propos incohérents et qu'il n'a pas bu, là, faut vraiment, c'est vraiment le début du coup de chaleur et c'est urgent d'agir. C'est urgent d'agir. Mais là, les urgences ne sont pas encore débordées, mais là, la durée de cette canicule va faire que dans les jours à venir, là, ça va être extrêmement tendu. Le coup de chaleur, ça fait expression de grand-mère. Non, c'est vraiment médicalement quelque chose, le coup de chaleur. Ah, le coup de chaleur, c'est-à-dire que vous perdez connaissance, vous avez la température qui monte à 42. Et pour revenir sur 2003, je me souviens très bien des gens du SAMU, quand les premières fois qu'ils étaient arrivés sur des coups de chaleur et des températures à 42, la première réaction de l'urgentiste, c'était le thermomètre ne marche pas. Ouais. Si on n'était pas habitué à ça. Maintenant, depuis 2003, les gens savent que la température peut monter à 42, etc. Et que là, il est urgent d'agir, de refroidir la personne. On meurt à quelle température ? J'en sais rien. J'en sais rien. Bon, docteur, attendez, vous avez 2600 patients. Non, mais vous devez savoir. Non, mais attendez, vous savez qu'ils sont encore en vie. Ils sont encore en vie en ce moment. Vos patients ne meurent pas. Non, mais le coup de chaleur, si vous voulez. Vous donnez votre adresse à la fin de la démission. De système, on va afficher votre adresse. Insuffisance respiratoire, etc. Vous mourrez de ça, si vous voulez. À côté de la ministre, à l'instant, il y avait le maire de Paris.
et il nous a annoncé fièrement qu'il avait commandé 1200 climatiseurs, qui allaient être installés dans chaque école. Mais Emmanuel Grégoire, il est maire adjoint depuis 2014, depuis 12 ans. Et qu'est-ce qu'on a fait à Paris? Alors oui, on a planté des forêts urbaines. C'était supposé rafraîchir. En fait, ça fonctionne pas. Je pense qu'il faut au moins espérer que ce qui se passe en ce moment fait que les municipalités vont enfin comprendre les priorités. Mais pardon, Guillaume, est-ce que ça veut dire que toutes les classes devront être climatisées? Moi, je pense qu'il faut que toutes les classes soient climatisées, oui. En tout cas, à chaque fois, une partie des écoles pour qu'on puisse peut-être aménager les cours. Vous parliez de l'hôpital de Nantes. La gare de Nantes. Oui. La gare de Nantes, c'est un cas d'école. La gare de Nantes, elle est pas vieille, elle date de 2020. C'est une verrière, c'est une serre. C'est une fournaise dès qu'il fait beau. Les gens de la SNCF qui font les gares avaient dit à la maire de Nantes: nous, on trouve que c'est pas une très bonne idée parce que vous voulez pas climatiser et vous faites un truc complètement en verre. Seulement, la maire de Nantes, elle voulait avoir son geste architectural, comme on dit aujourd'hui. Elle voulait avoir un grand architecte. C'est sa pyramide à elle. Et ben voilà, sa pyramide à elle. Le résultat des courses, c'est que les malheureux qui attendent leur TGV à Nantes, ils cuisent comme des œufs au plat. Donc, il faut vraiment souhaiter que les épisodes qu'on est en train de vivre. On n'a rien contre les Nantais, hein, pardon, ils nous regardent. Il y a deux. Aurélie Delmour. Aurélie Delmour, notre chef d'émission, notre patronne est nantaise. Oh là là. S'il vous plaît, j'aimerais vraiment nuancer les propos de Monsieur Roquette concernant les forêts, enfin les espaces de forêt urbaines. Alors, elles viennent tout juste d'être plantées. Il faut un minimum que les arbres grandissent pour ensuite absorber non seulement les excès de CO2, mais ensuite pouvoir aussi provoquer ce qu'on appelle de l'évapotranspiration. Donc là, en effet, à très court terme, on ne peut pas encore avoir de bénéfices, mais c'est un pari sur le moyen long terme. Donc, ces arbres qui ont été plantés aujourd'hui, je serais absolument ravi qu'on puisse avoir cette conversation, ne serait-ce que dans 15 ans, voire 20 ans plus tard. Rendez-vous dans 15 ans. On aura eu combien de canicules entre-temps? Oui, mais justement, cette initiative, il aurait fallu la faire déjà dès 2019. Cela étant, est-ce qu'on va, sans parler des forêts éco-machin, est-ce que très rapidement, on va devoir être comme les Américains, par exemple? Tout à l'heure, il y avait Roland Lescure, il connaît bien le Canada. Le Canada, tout est climatisé. Les États-Unis, tout climatisé. Est-ce qu'on va y arriver nécessairement très vite? En ce qui concerne l'école, on va avoir du mal, parce que tout le monde ici a connu les lycées Pailleron, qu'on construisait un lycée par jour. Ils sont toujours en place. Et à cette époque-là, on parlait pas de canicule. Donc l'isolation de ces bâtiments, vous imaginez le boulot qu'il a à faire? Combien il en a commandé, là? 120? Il y a combien de lycées dans Paris? Non, 1200. 1200 et un climatiseur pour chaque école la semaine prochaine. Ce sont les annonces d'Emmanuel Grégoire. Non, mais ça sont des annonces qui sont faites uniquement parce qu'il y a cette période. Mais attendez, il y aura un climatiseur dans l'école? Écoutez, je ne sais pas, parce que pour l'instant, l'annonce que j'ai, c'est celle-ci. Et il dit que les premiers climatiseurs seront livrés lundi matin. Un climatiseur sera livré dans chaque école de Paris d'ici la fin de la semaine dernière. Déclaration d'Emmanuel Grégoire. Mais ça va être difficile de mettre 500 élèves dans une classe. Si c'est un seul par Donc pour l'instant, il y a 845 écoles et collèges fermés ce lundi. Donc c'est vraiment une situation, on peut en plaisanter là, mais c'est pas objet de plaisanterie. C'est vraiment une situation assez grave. Non mais Darius, le problème, c'est effectivement, il y a réagir dans l'urgence, et c'est ce que nous sommes en train de faire, et c'est ce que l'on critique, c'est-à-dire le fait que ça soit toujours une réaction dans l'urgence. Et il y a ce que vous venez de dire, le fait de prévoir à long terme, en plantant des arbres, en évidemment construisant, comme à ce CHU de Nantes, cette gare aussi à Nantes, des bâtiments bioclimatiques. Effectivement, là, politiquement, on voit bien que la gauche et la droite ne sont pas du tout d'accord sur ce que ça veut dire. Et la tâche est titanesque. Tout à l'heure, Thierry Breton faisait état de son plan. Il a calculé en détail, etc., ce que ça représente. Les lieux à climatiser en priorité. 7500 EHPAD. 3000 hôpitaux, 18 000 crèches, 18 000 crèches. Alors là, si on va à un coût de un climatiseur par crèche, on n'est pas rendu. 20 000 écoles, collèges, lycées, 20 000 écoles, collèges et lycées. Et disait-il, ça représente à peu près 25 à 40 milliards d'euros. Oui, effectivement, ce sont des investissements importants qu'on n'avait pas anticipés. Et une fois de plus, ça nous montre que il va falloir faire de nouveaux arbitrages dans la dépense publique, parce que ce sont les nouveaux défis. On parle ici beaucoup des dépenses militaires qui augmentent. Il y a effectivement celle-là, et avec le vieillissement de la population, forcément, le nombre d'équipements destinés au 4e âge va augmenter. Il va falloir trouver de l'argent ailleurs. Ça va être compliqué. Est-ce qu'on fait des choix environnementaux ou est-ce qu'on fait des choix économiques? Pour le moment, les politiques n'ont pas répondu.
Le problème, c'est que dans les années à venir, les deux problématiques seront conjointes. Car en fait, il faut pas oublier que nous, le vivant, est complètement interdépendant de l'environnement, et plus nous allons vivre des crises climatiques, et plus cela va se répercuter d'une part sur notre pouvoir d'achat, à commencer ne serait-ce que par notre assiette. Nous, un exemple très concret qui me vient en tête, il y a ne serait-ce que quelques années, on a déjà eu une succession de canicules, surtout dans le sud de l'Europe, qui a conduit à une pénurie d'olives. Eh bien, ça s'est répercuté sur le prix des huiles d'olive qui ont augmenté, mais de manière drastique, et qui aujourd'hui deviennent même un produit inaccessible. Colonel, vous avez l'expérience, vous avez vu les locaux. La comparaison est intéressante. Là, il paraît qu'en Sicile, on est à 60% de locaux climatisés, même dans les petites échoppes un peu pauvres où on a juste un réfrigérateur pour des boissons, c'est climatisé. Hein. Ça change tout pour le danger de coup de chaud. Oui, ça change tout pour les personnes qui sont, on va dire, fragiles. Le sujet aujourd'hui, c'est comment déjà en France on essaie de s'organiser. Pour avoir été chef de centre à un moment donné, on a fait des relevés systématiques. On n'attendait pas forcément les fortes chaleurs, mais en lien avec l'action sociale de la mairie de Menton à l'époque, on avait mis en place des fiches de remontée d'informations auprès des mairies pour témoigner de l'état de salubrité avancé ou des isolements de certaines personnes pour qu'en cas de coup dur, on puisse agir avec eux et de permettre de mettre du lien humain. Parce que je pense que, de toute façon, le lien humain prédomine tout sur la coordination, on va dire, et la protection des individus. Parce que derrière l'humain, il y a la solidarité. Ça vaut tous les climatiseurs du monde d'être réchauffés aussi par le fait de prendre conseil ou de apporter un conseil vers une autre personne. Si on débat sur les climatiseurs ou autres, il y a toujours des débats, effectivement. Est-ce qu'il faut en mettre? Est-ce qu'il faut pas en mettre? Les conséquences après derrière sur le réchauffement climatique. Nous, ce qu'on voit chez les sapeurs-pompiers, c'est que ce dérèglement climatique, il a des conséquences, on va dire, parfois non seulement irréversibles sur la nature, mais ça a des conséquences aussi sur notre manière de piloter stratégiquement nos missions. Et le sujet aujourd'hui, c'est comment on s'adapte, parce que c'est des investissements supplémentaires en moyens lourds supplémentaires. On parle de sécheresse, de canicule, mais aujourd'hui, est-ce que l'eau sera encore présente dans nos camions pour permettre d'éteindre les incendies? C'est notre question aussi. Dans votre caserne, pardon. Dans les Pyrénées-Orientales, ils étaient pendant plus d'1 an en mode sécheresse permanente. Donc le sujet aujourd'hui, c'est comment on va lutter contre les feux de main et sans eau. Dans vos casernes, est-ce que c'est climatisé, par exemple? Bien sûr qu'on a des îlots de fraîcheur sur bon nombre de casernes, et heureusement d'ailleurs. Mais nous, aujourd'hui, le problème, c'est effectivement, face à ces fortes chaleurs, quand on part en intervention, nous sommes couverts pour être protégés. Et donc, forcément, ça va rajouter de la difficulté aux pompiers volontaires comme professionnels. Mais on s'aperçoit aussi que ce phénomène d'îlot de fraîcheur doit être dans la capacité aujourd'hui d'être des points qui peuvent être partagés avec d'autres personnes à l'avenir. Et c'est en cela aujourd'hui qu'on pousse une réflexion au niveau des casernes du futur pour permettre, à un moment donné, de pouvoir agglomérer autour de ces casernes-là une sensation, on va dire, de refuge, et permettre justement à tous les concitoyens à l'avenir de savoir s'adapter et de retrouver le sens de la caserne avant de retrouver le sens des urgences. Oui, on a parlé de solidarité, vous avez bien fait, parce que là on parle de climatiseur, mais une personne âgée, les personnes âgées fragiles, ils ont besoin d'une auxiliaire de vie qui passe simplement, pas la climatisation, mais qui passe un gant toilette humide sur les bras, sur les jambes, sur la nuque, etc. Des choses simples qui peuvent rafraîchir, justement, que le corps ne se fatigue pas à fabriquer de la transpiration. Les vaporisateurs de plantes, vous savez, ceux qui ne touchent pas la couche d'ozone, vous mettez de l'eau fraîche dedans, un vaporisateur de plantes, vous créez de la transpiration à la surface de la personne, vous diminuez la température du corps. Ouais, je vous aime, docteur, le vrai généraliste. Si on avait une auxiliaire de vie. La serviette froide sur la nuque, ça sert vraiment, ça marche? Oui, voilà, bien sûr. Vous mouillez la nuque, vous mouillez les avant-bras, vous mouillez les jambes, vous diminuez la température du corps et vous fournissez de la transpiration à la surface de votre corps. Le corps s'épuise à fournir de la transpiration pour diminuer justement la température. Et bien là, avec un vaporisateur, avec quelqu'un qui vous aide, une auxiliaire de vie, c'est ça qui est important. Avant de parler des climatiseurs, il faut que les personnes âgées isolées puissent avoir une auxiliaire de vie qui passe les voir, s'assurer qu'elles boivent, s'assurer qu'elles mangent, etc. C'est ça l'enjeu. C'est capital. L'objectif, c'est de les connaître, de les repérer. L'objectif, c'est que les services publics puissent totalement s'exprimer sur le terrain et puissent être aidés dans ces missions-là. Et l'orientation qui doit être prise, c'est justement ces aspects de solidarité. On sait qu'on peut pas mettre un sapeur-pompier en bas de chez soi en permanence. On sait qu'on peut pas mettre un auxiliaire de vie en bas de chez soi en permanence. Le sujet, ça va être de morceler petit à petit un maillage. Cela étant, plus puissant. Mais qu'est-ce que tout ça sont des combats derrière? Qui connaît la personne âgée isolée? L'infirmière libérale?
Qui va à domicile, le médecin généraliste. Si vous voulez, si on s'appuie sur ces équipes-là, on aura moins de catastrophes. Et si on peut avoir une auxiliaire de vie qui prend pas une prune quand elle sort de la personne âgée, ce sera pas mal non plus. Cela étant, quand on regarde des pays, on montrait tout à l'heure la Grèce, l'Espagne, l'Italie, ces pays sont pas effondrés, ou des pays comme le Texas où il peut faire très chaud, des régions. Et en réalité, est-ce que tout ça, débat d'arrière-garde, tout climatiser, et puis c'est la solution? C'est sans doute la solution. En tout cas, adapter complètement nos modes de vie. En Espagne, on le sait bien, on ne vit pas avec les mêmes horaires qu'en France. Donc peut-être qu'il va falloir en venir à ça. Ce qui est certain, c'est que le bouleversement est tellement profond que il faut surtout pas faire un énième plan canicule. Vous voyez que le président de la République est allé nous dire ce soir à quel point il se préoccupait de notre santé. Il a bien raison, sauf qu'il peut pas régler tout ça. Et l'État ne peut pas. L'État est trop lent. L'État est ruiné. Donc ce qu'il faut, c'est faire confiance au degré inférieur, c'est décentraliser la gestion de ces dossiers. Vous voulez dire un numéro vert ne suffira pas? Je le crains. Oui, je pense aussi. Oui. Donc c'est vraiment, effectivement, on va vivre comme ces pays, et ça n'a rien de si inquiétant. Encore une fois, mon père était iranien, et voilà. En Iran, il fait beaucoup plus chaud encore l'été qu'aujourd'hui ici. Les gens ne meurent pas dans les rues. Alors certes, mais il y a quand même un facteur là aussi qu'on a tendance à négliger, c'est le taux d'humidité dans l'air. Car des températures très fortes l'été dans certaines régions, comme c'est le cas par exemple de l'Iran ou de tous ces pays, dans cette géographie, par exemple, auront une masse d'air beaucoup plus sèche et donc pourront beaucoup plus supporter la chaleur qu'à d'autres endroits où il fera certes beaucoup plus humide, peut-être moins chaud, mais où ça sera beaucoup plus difficile justement pour le corps de se réguler, empêchant justement cette transpiration naturelle. Sachant que le taux d'humidité dans l'air, c'est un facteur aggravant en fonction de son niveau sur l'impact sur le risque feu de forêt. Feu de forêt, donc, les orages également, donc tout est lié. L'évapotranspiration derrière de la terre, forcément, va avoir des conséquences derrière directes sur les fortes inondations. Et la grêle qu'on a constatée, et les fortes pluies qu'il y a eu d'un coup, derrière, il va falloir très vite s'adapter et se réorienter. L'objectif, c'est très rapidement retrouver les bons réflexes en fonction de la situation. Et même si vous voulez, pour aller encore plus loin, sachez qu'un seul degré supplémentaire à l'échelle mondiale, c'est 7 degrés de % en plus d'humidité dans l'air. Donc ça conduit justement à plein de facteurs aggravants. Donc en effet, les orages sont une conséquence directe, mais également les pluies très violentes. Et donc ensuite s'en suivent tous ces problèmes de santé publique et de citoyenneté. Oui, la bonne nouvelle, c'est que les responsables politiques commencent à prendre conscience de ce qui se passe. J'ai entendu Marine Tondelier, la patronne des écologistes, dire qu'elle était plus complètement opposée aux climatiseurs. Pour ça, c'est une très bonne nouvelle. Il leur a fallu 20 ans pour qu'ils comprennent sur le nucléaire. Là, ils comprennent sur les climatiseurs, c'est une bonne chose. Mais elle veut un congé climatique. Peut-être si on peut éviter aussi, d'avoir des manifestations violentes quand on veut mettre des réservoirs d'eau pour les agriculteurs, les fameuses bassines qu'on remplit pendant l'hiver pour avoir de l'eau l'été, même pendant qu'il y a des périodes de sécheresse. C'est toute une psychologie collective qu'il faut changer. Et en tout cas, ce qu'il faut, c'est, à mon avis, arrêter d'être dans cette espèce de puritanisme anti-clim, parce qu'encore une fois, la France a l'électricité la plus décarbonée du monde. Vous parlez de Marine Tondelier. Écoutez-la sur cette antenne qui dit on en arrivera à un congé climatique. Ah bah oui. Le congé climatique, c'est dire si les conditions climatiques vous empêchent d'aller au travail, c'est vraiment dans des situations extrêmes, alors ça doit pas être soit l'entreprise qui paye parce que en gros l'exemple c'est salarié de travailler, soit les salariés qui trinquent parce qu'on leur dit vous prenez vos congés, mais c'était pour cet été avec mes enfants, non tu les prends maintenant. On lance une pétition ce matin qui est sur le site lesécologistes.fr pour dire demandez-le. Voilà, nous on a porté cette mesure, elle a fait débat mais en réalité pas tant que ça. Et moi je le dis aussi, le congé climatique il doit être appliqué au cas où l'école de vos enfants ferme et vous n'avez pas de solution pour les garder. On va en arriver là. D'ailleurs, il y a il y a des congés de fête, puisque je rappelle 845 écoles et collèges fermés ce lundi. Donc, hélas ou heureusement, il y a des congés forcés. Oui, moi je pense qu'il faut être très prudent avec ce genre de choses, parce que si les gens sont pas en état d'aller travailler, il y a un truc qui existe qui s'appelle le congé, l'arrêt maladie. Donc si on commence à faire un arrêt, à chaque fois qu'il y a des conditions un peu difficiles, ça va être l'embolie. On sait bien qu'il y a beaucoup de gens qui vont profiter de ça. Il y a déjà beaucoup d'excès sur les arrêts maladie. Je vais me fâcher avec le docteur, mais tant pis. C'est la Caisse nationale d'assurance maladie qui le reconnaît. Donc je pense qu'il faut mieux La Caisse d'assurance maladie, là, excusez-moi, mais dit vraiment des grosses bêtises.
entreprises. Non. La caisse d'assurance maladie, il n'y a pas de médecin du travail au sein des entreprises pour aller vérifier les conditions d'exercice des salariés au sein de l'entreprise. C'est maintenant une visite tous les 5 ans. C'est pas parce que vous allez faire pipi devant une infirmière du travail, qui a une médecine du travail, qui va vérifier les conditions d'exercice des salariés au sein de l'entreprise. Franchement, pardon, je rappelle, c'est un autre débat, mais pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant, je rappelle les chiffres. Alors, vous voyez l'ambiance à Paris ce soir et les informations, les dernières informations. Je le disais, 845 écoles et collèges fermés ce lundi. Ça dit l'ampleur de la canicule que nous traversons, qui est réellement exceptionnelle. 49 départements en vigilance rouge. C'est la carte que vous voyez ici sous les yeux, avec notamment la Bretagne, qui est tellement symbolique de ça. Colonel, vous avez l'expérience de ce genre de situation. Il ne faut pas le prendre du tout à la légère. La carte qu'on a sous les yeux, les images qu'on a, et on verra beaucoup d'autres images, c'est une situation potentiellement très grave pour beaucoup de gens. Non, il ne faut pas prendre cela à la légère. Il faut bien écouter les conseils et bien essayer de les appliquer, et puis faire preuve de solidarité, comme on le dit, parce que le sujet aujourd'hui, c'est malheureusement de vivre avec ces épisodes qui vont malheureusement durer dans le temps, et puis qui vont revenir, et parfois à des moments peut-être beaucoup plus précoces, alors qu'on s'attend effectivement à avoir un été qui effectivement devait être chaud, mais pas déjà si tôt et de manière aussi élevée. Donc les conditions sont malheureusement parfois réunies pour que nous, les sapeurs-pompiers, nous en subissions les conséquences au travers des missions de secours d'urgence aux personnes. C'est 80% de nos missions, mais c'est aussi l'impact sur le risque incendie. Et on rappelle encore aujourd'hui que dans le Cher, 25 hectares sont déjà partis en fumée. Heureusement, bonne réactivité du monde agricole pour permettre juste de tanker l'incendie. Le cas classique, c'est quoi, pardon? Le cas classique où vous intervenez, où il faut appeler les pompiers parce qu'il y a quelqu'un qui est tombé ou une personne âgée qui est en coup de chaleur, c'est quoi? Déjà, c'est pour une personne, c'est de faire effectivement le numéro 112, numéro d'urgence, à partir du moment où on sait pertinemment que la personne tombe inconsciente du fait de son coup de chaleur, et de pouvoir essayer au moins d'agir. Mais déjà, appeler les secours, c'est déjà agir. Bien identifier la situation, c'est aussi agir pour pouvoir la transmettre directement au service d'urgence. Mais pardon, ce que vous avez éprouvé, c'est vous arrivez, la personne est dans quel état? C'est quoi les symptômes les plus courants? C'est beaucoup de pâleur, c'est des fortes sudations aussi, c'est une inconscience, c'est une pupille qui ne réagit pas forcément bien, c'est un sentiment d'affaiblissement, et puis vous le sentez de suite et vous le voyez parce que c'est pas du tout une habitude cohérente, et puis parfois les effets de transpiration malheureusement qui sont extrêmement marqués prouvent qu'il y a une nécessité de malaise derrière. Docteur, il a tout à fait raison, j'ai rien à rajouter. Parfait. Non, mais vraiment, je vous assure que je l'ai dit un peu en riant tout à l'heure, mais franchement, une situation comme celle-là, moi, je serais au gouvernement, j'accorderais la gratuité des salles de cinéma qui sont climatisées pendant les heures chaudes du pays. Je leur ferais visiter les églises parce que vraiment, c'est un endroit qui coûte rien. Très bien. Et puis parce que là, je rappelle qu'à la première canicule de Chicago, l'économie tourne. Vous savez qu'il y a l'économie aussi. Avant celle de 2003, ils allaient dans les supermarchés, ils emmenaient les personnes âgées dans les supermarchés. Alors, rendons-nous restaurateur emblématique. Stéphane Manigold, vous êtes parmi ceux qui vous êtes au front à votre façon. Alors, vous êtes dans votre restaurant Le Liquide. Expliquez-nous d'abord. Ça tombe bien, il y a deux. Voilà, là, si je comprends bien, vous avez ouvert la fenêtre derrière vous, vous avez la rue derrière vous, donc ça aère un peu. Regardez Darius. Regardez Darius. Tout le monde, coupe le son. On est en direct sur LCI. Regardez tout le monde. On dit bonjour à Darius. Bon, c'est très sympa, voilà, ça, Darius, on va vous saluer. Et Stéphane Manigold, est-ce que vous êtes climatisé? Est-ce qu'on vient de parler du débat de la climatisation qui devient le grand débat politique? Est-ce que c'est climatisé chez vous? Écoutez, on a de l'ombre, on a de l'eau, on boit beaucoup d'eau, de la bière sans alcool évidemment, et on passe un très bon moment, donc je vous invite à nous rejoindre après l'émission, Darius. Bon, c'est très bien, tout le monde sans doute aura envie de voir, mais vous n'avez pas répondu sur la clim, c'est climatisé ou pas? Non, c'est pas climatisé. Ah, donc on... Ah ouais. Et les gens viennent quand même? Bah ouais, regardez. Je vais vous montrer. Regardez. Ah ouais, je vois. Et en cuisine, parce qu'on sait bien que c'est là où la température monte le plus, en cuisine, il fait quelle température, Stéphane Manigold? Vous voyez, les gens avaient envie de sortir ce soir, et c'est une bonne chose que le préfet ait laissé la possibilité de faire la fête de la musique, vous voyez. C'est une bonne nouvelle. Donc les gens ont envie de faire la fête, ont besoin de s'évacuer, vous voyez, on n'est pas alcoolisé, on est bien, on a bu de l'eau, de la bière sans alcool, et c'est très bien. Et ça se passe comme ça aussi, on est responsable. J'ai tous mes copains de la boxe qui sont venus, qui ont assuré la sécurité. Et oui, ça se passe bien, c'est bon enfant, tout se passe très bien.
Merci beaucoup Stéphane Mannigold. Et vous m'avez pas répondu encore, hein. Décidément, faut que j'insiste, c'est pire qu'une interview de... Si vous pouviez climatiser le restaurant, est-ce que vous le feriez demain? Mais oui, mais le problème dans ce pays, c'est les normes. En fait, il faut d'abord passer par la copropriété, ensuite la mairie, les bâtiments de France, ensuite les monuments historiques. Bref, avant qu'on pose une clim, il se passe du temps. Donc en fait, il faut réformer le pays, il faut décadenasser. On a du retard. En France, on n'a que 24% des foyers qui sont climatisés. Quand en Espagne, ils sont à plus de 50%, en Italie, pareil. On prend du retard. Nous, on a de l'énergie, on est des patrons. Vous voyez, on est responsables. Mais oui, effectivement, s'il y avait de la clim, ce serait mieux. Donc, monsieur le maire de Paris, décadenasser le pays, décadenasser déjà la ville. Merci beaucoup Stéphane Mannigold. Excellente soirée et à vous et à celles et ceux qui sont chez vous. Guillaume Roquette, c'est intéressant le témoignage, hein. On a la théorie tout à l'heure et là on a la pratique. Oui, c'est vrai, parce que effectivement, l'installation de climatiseurs sur les immeubles qui sont protégés, elle est encadrée. Pour les copropriétés aussi, parce que c'est vrai qu'il y a des enjeux visuels, esthétiques. Quand vous installez une climatisation permanente, vous avez cette grosse boîte avec l'hélice à l'extérieur et c'est pas très beau. C'est pour ça que je disais que on ne peut pas demander à l'État central de s'occuper de ce sujet parce que il est trop diffus. Il y a autant de cas de figure que de personnes, que d'appartements, que de restaurants. Et donc ce qu'il faut, mais j'allais dire une fois de plus, c'est desserrer un peu l'étreinte normative et faire confiance aux citoyens. Les événements à l'étranger, c'est d'abord le coup de colère, pas un coup de chaud, c'est un coup de colère de la part de Donald Trump qui reparle de bombarder l'Iran. Pourquoi, Hélène Bonnet, vous êtes avec nous en direct, pourquoi ce rebondissement ce soir exactement, alors qu'on le verra, il y a des négociations en cours en Suisse? Alors peut-être que le président s'impatiente. En tout cas, effectivement, il a peut-être voulu aussi mettre un coup de pression au moment où ces négociations s'ouvraient ce matin, parce que plusieurs fois dans la journée, il a fait part de sa colère. Tout d'abord, un journaliste de Fox News, il lui parle du détroit d'Ormuz et il dit ceci à l'attention des Iraniens: si vous le fermez, vous n'aurez plus de pays. Et il menace directement les négociateurs iraniens qui sont en Suisse. Il leur dit: vous ne retournerez même pas dans votre putain de pays. Ça, c'est pour la citation. Et puis, il a également posté un message sur son réseau Truth Social au sujet du Liban cette fois. Il dit aux Iraniens qu'ils doivent faire en sorte que le Hezbollah ne sème pas le trouble, sinon nous frapperons à nouveau très fort. Voilà ce qu'a dit le président. Ce soir, il s'agace encore sur Truth Social, mais cette fois contre la presse qui continue de se poser la question: mais qu'est-ce qui a vraiment changé en 4 mois de guerre? Et là, il dit: écoutez, on a détruit l'armée, le détroit est rouvert, le pétrole coule à flot. Mais on sent un Donald Trump extrêmement agacé et impatient. Et pourtant, les échos qui parviennent de ces négociations à travers la presse, notamment le site Axios, qui cite un diplomate américain, sont plutôt des informations à tonalité positive. Les discussions, semble-t-il, continuent. On n'a pas eu de démenti sur ce sujet par le pool de la Maison-Blanche qui suit J.D. Vance. Donc, vraisemblablement, ces négociations continuent. Et d'après ce diplomate américain qui est cité dans la presse, plusieurs sujets ont été abordés, dont le détroit d'Ormuz, dont le nucléaire, mais aussi la situation au Liban. Merci beaucoup Hélène. Regardez ces images, elles sont très marquantes. Les négociations en cours en Suisse dans un climat tout à fait étonnant. D'un côté, vous avez à gauche le vice-président américain, évidemment la personnalité clé du côté américain. Il y a aussi Witkoff et Jared Kushner, les envoyés spéciaux. Et puis à droite, vous avez Araghchi, le principal négociateur, c'est le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, qui est reçu par le chef de la diplomatie suisse ici. Et l'image qui va suivre est encore plus impressionnante, où on comprend qu'il y a une sorte de distance, et ce sont les Iraniens qui refusent de serrer les poignées de main. Sophia Amara, la scène qu'on va voir là est incroyable, c'est-à-dire avec le Pakistanais, ils serrent la main, ils sont chaleureux, etc. Mais pour la négociation directe, en tout cas sous les caméras, ce sont les Iraniens qui ne veulent pas serrer la main. Oui, les chaînes satellitaires du Proche-Orient ont dès 16-17 heures affirmé que les Iraniens ne voulaient pas rentrer et suivre le reste des délégations dans la pièce que l'on voit là à l'écran, et ont attendu que tout le monde entre, et on a exigé des médias qu'ils sortent de la pièce pour pouvoir rentrer, et s'ils avaient à saluer les Américains, eh bien que ce ne soit pas immortalisé par des clichés ou des images vidéo qui pourraient déplaire au reste des autorités à Téhéran, parce qu'il faut rappeler, disent-ils, que les Américains ont tué leur chef suprême, leur guide suprême. Donc ils ont insisté pour que personne ne puisse immortaliser cette rencontre. Encore une victoire de la part des Iraniens.
Ouais. Voilà, ils ont encore réussi quelque chose. Vous voyez l'image de Vance, on va zoomer sur Vance, donc vice-président américain, qui en est réduit à être regardé. Il est au coin de la pièce, on dirait presque que c'est lui qui est un petit peu marginal, en tout cas dans ce moment-là, on verra la suite, mais Gallagher-Fenwick, les Américains sont presque en demandeur. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'on a là, dans la sphère diplomatique, d'une certaine manière, la reproduction de ce qui vient de se passer dans le champ militaire. Je pense que les règles cardinales qu'il faut s'imposer dans un contexte comme celui-là, c'est évidemment de ne croire personne, de ne faire confiance à personne, et de maintenir de manière constante la pression afin de mettre la partie adverse dans une situation d'inconfort. Et physiquement, on le voit, J.D. Vance qui essaye, main sur la hanche, de faire comme s'il était très à l'aise, alors que l'on sait qu'il n'est pas dans de très bonnes dispositions. Je ne pense pas qu'il rêvait d'être là le 27 ou le 28 février. C'est bien la Suisse, c'est très sympa. Mais... c'est très sympa la Suisse. En revanche, être enfermé à Birkenstock dans ce contexte-là... Avec des gens qui veulent pas vous serrer la main, ou en tout cas pas devant les caméras. Après, et ce que disait Sophie Amara est très intéressant, et je pense que c'est le degré de lecture auquel on doit s'astreindre, c'est ne pas s'imaginer que nous avons deux blocs monolithiques l'un face à l'autre. C'est-à-dire que à la fois la partie iranienne est traversée par des courants aux velléités, aux attitudes et aux ambitions qui ne sont pas du tout, qui ne coïncident pas du tout, qui sont parfois même complètement divergentes. Et donc, c'est d'une pierre deux coups, ne pas serrer la main ostensiblement à J.D. Vance, c'est évidemment humilier les Américains, mais c'est aussi envoyer un signal aux ultra-conservateurs à Téhéran qui font tout en ce moment même pour faire échouer cette négociation. Et pareillement du côté des États-Unis, entre eux, voilà, des pro-israéliens, des isolationnistes. Et Gallagher, là, Trump a un ton extrêmement offensif. Alors c'est pas la première fois qu'il le fait, donc c'est peut-être un peu usé, mais il dit de nouveau, je suis prêt à bombarder. L'Iran doit immédiatement mettre fin aux agissements de ses mandataires grassement payés au Liban. Il parle du Hezbollah. Sinon, nous frapperons l'Iran très durement, comme la semaine dernière, mais plus fort. Et regardez, il n'y a pas que la parole, il y a les actes. Aidez-nous aussi, Xavier Titelman. Ce sont ces images des munitions chargées. Les Marines américains chargent des munitions à un point de ravitaillement et d'armement avancé dans la zone de responsabilité du commandement central des États-Unis. Qu'est-ce qu'on voit là ? Ils ont même plus de système pour porter ça, ils sont obligés de le porter sur l'épaule. Là. C'est étonnant ça. Faut pas les faire tomber. Ils ont un niveau de logistique qui commence à être compliqué, les Américains apparemment. Non mais voilà, après ils installent simplement des systèmes d'interception. A priori c'est un missile RR, j'ai l'impression, je pense pas que ce soit un missile de croisière. Donc ils sont en train de le remonter, ce qui est logique après avoir été transporté. Et c'est le type de missiles qui peuvent théoriquement intercepter des missiles de croisière ou des missiles type Shahed, etc. Donc c'est normal qu'ils aient cette posture, pouvoir continuer à protéger leurs alliés dans la zone. Mais voilà, c'est pas une agressivité parce que c'est pas avec ce type de missile qui risque de pouvoir bombarder le territoire iranien. On peut être surpris par effectivement la violence des propos de Donald Trump. Ça démontre probablement une inquiétude qui est que ces négociations n'aillent pas à leur terme, que donc le détroit d'Ormuz ne soit pas libéré. Et il y a notamment, évidemment, le point du Liban qui est clé, parce que Benyamin Netanyahou l'a déclaré ce week-end, nous resterons au sud Liban, nous, l'armée israélienne, pour protéger nos ressortissants qui sont au nord du pays, pour ne pas qu'ils se fassent tirer dessus. Et or, comme on le sait, dans le projet d'accord, il y a l'évacuation du Liban par les Israéliens. Et donc, Trump n'a qu'une peur, c'est que le Hezbollah refasse preuve d'une forme d'agressivité pour justifier l'attitude de Netanyahou et que ça enraye le processus de paix qui est en marche. Général Richoux, vous êtes avec nous aussi. On va voir les images des KC-135 qui sont en grand nombre dans la région. Mission de ravitaillement, tout ça sont des images montrées volontairement par les Américains. C'est un peu le côté retenez-moi, retenez mon bras. Voilà, là c'est des A-10, là c'est un A-10, donc c'est un avion d'attaque au sol, donc c'est assez ancien, mais comme j'ai déjà expliqué, moi j'en ai eu pas mal en Afghanistan, et même quand j'étais jeune, quand on manœuvrait en Allemagne, il y en avait déjà beaucoup, c'est un avion assez extraordinaire, mais ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a rien de nouveau dans les moyens engagés par rapport à ce qui a été fait avant, et par rapport à ce qui a été fait depuis 4 mois. Alors quand Trump s'énerve en disant « retenez-moi et je fais un malheur », j'aimerais bien savoir de quel malheur il s'agit, étant donné qu'il n'a pas changé la nature de son dispositif, donc il n'en changera pas les effets. Il est très fâché, politique. Il est très fâché. On reste sur ces images militaires, mais qu'on comprenne. Il y a une main qui dit ça, l'autre main qui a pianoté sur son téléphone, ou il a fait pianoter par sa collaboratrice qui pianote. Il est très fâché contre le New York Times, vraiment fâché. Qu'est-ce qui a changé après presque 4 mois de guerre, dit-il? Et il parle du New York Times, ce journal corrompu et en faillite.
Les analystes disent que pas grand-chose. Vraiment, pour l'interrogation, leur armée est défaite, leur marine est défaite, leur armée de l'air est défaite, leur rampe de lancement, leurs missiles, leurs drones, leurs productions sont presque défaites. Leurs 2 principaux dirigeants sont défaits. L'inflation atteint 250%, leur économie est en galère, leurs soldats ne sont pas payés, le détroit d'Ormuz est ouvert, et en lettres majuscules, le pétrole jaillit, ça pour Trump c'est très important, et la bourse et l'emploi américain sont à de nouveaux records. Voilà ce qui a changé. Bande de lâches, corrompus et sans scrupules, et bien plus encore. 2 choses. La première, c'est sur le rapport que Donald Trump, et c'est assez fascinant, a au New York Times. Et il faut comprendre 2 choses. C'est sa ville, New York, et le New York Times, pour lui, c'est une élite. C'est une élite intellectuelle, c'est une élite dans plein de sens du terme, qui ne lui a jamais donné ce qu'il recherchait tant, c'est-à-dire l'intégration et la validation. En France, il y a souvent eu ça avec Le Monde. Beaucoup de politiques qui détestaient Le Monde, et c'était réciproque d'ailleurs très souvent. Effectivement, voilà. Et donc, il cherche désespérément une reconnaissance de la part de ce média qui, décidément, ne va pas la lui accorder. Deuxième chose, c'est que tout à l'heure Guillaume Roquette parlait d'inquiétude. Moi, je serais plutôt du côté de l'impuissance, parce qu'en réalité, et ça fait partie des choses qui ont été très abîmées par cette, comme il l'appelle, excursion ou aventure militaire. C'est la puissance d'une parole présidentielle qui est quand même celle du Commander-in-Chief, du commandant en chef d'une armée qui, théoriquement, sur le papier, en tous les cas, est la plus riche et la mieux dotée au monde, qui n'a pas été capable de lui apporter ce qu'il recherchait. Je rappelle qu'il y a 4 mois, il écrivait sur ce même réseau social, en s'adressant au régime iranien, capitulation sans condition. Et aujourd'hui, quand il regarde sa délégation, j'en termine par là, Darius, qui sont les magiciens qui vont pouvoir transformer une défaite militaire en victoire diplomatique ? Comment est-ce possible ? Expliquez-nous en termes pédagogiques, parce que j'avoue que même il y a une part de mystère. Regardez là, tous les moyens qui sont encore mobilisables, le Lincoln, le Bush, le Tripoli, c'est quand même la première armée de l'univers. Elle est là, prête à agir, s'ils le voulaient. Et pourtant, les Iraniens ne plient pas. Au contraire, vous avez vu la scène. Ce sont eux qui font les difficiles de dire « Ah, on va voir si on vous serre la main ». Eh ben écoutez, vous avez la réponse là. Il y a que des bâtiments, il y a que de la marine face à une puissance terrestre. Donc, vous montez pas l'assaut de Téhéran avec des porte-avions et puis des sous-marins. C'est aussi simple que ça. Donc, depuis le début, on le dit, on le répète, le format qui a été engagé ne correspond pas à ce qu'il fallait faire pour conquérir ce pays. Donc voilà. Donc, moi j'aimais bien ce qu'avait dit Dominique Moïsi, qui disait c'est une action illégale, mais s'ils avaient gagné, ça aurait pu être légitime. Mais comme ils perdent, c'est à la fois illégal et maintenant illégitime, donc ils ont perdu là-dessus sur tous les râteliers. Et on peut élargir cette réflexion le long de la frise chronologique qui remonte à 1991 et l'opération Tempête du désert. Depuis cette victoire qui était légale et légitime, puisqu'il y avait une résolution du Conseil de sécurité, une 30aine de nations qui ont accompagné les Américains pour, à juste titre, botter Saddam hors du Koweït, mais sans céder à la tentation ensuite d'aller jusqu'en Irak pour le botter hors du pouvoir, chose qu'ils ont essayé de faire et qu'ils ont fait quelques décennies plus tard. Pas une seule victoire stratégique militaire américaine sur les 30 dernières années. Mais avec ce long tweet de Donald Trump que vous avez lu, Darius, ce qui semble évident, parce que là, il nous a tout mis, la totale. C'est-à-dire, il le dit parfois plutôt partiellement, mais alors là, on a eu la liste totale de ce que Donald Trump estime être la justification la plus extraordinaire de sa victoire. Le seul problème, c'est que c'est Téhéran qui, justement, jusqu'à aujourd'hui, a montré sa capacité à résister aux assauts quand même virulents d'Israël, des États-Unis. Et mercredi, le président du Parlement, Galibaf, qui est d'ailleurs aujourd'hui en Suisse, qui dirige cette délégation fournie, qui n'a pas voulu montrer qu'elle serrait la main, parce que moi je pense qu'ils se sont serrés la main, mais ce qu'ils n'ont pas voulu, c'est le montrer. Eh bien, mercredi, le président du Parlement iranien, lui, il a souligné l'immense victoire iranienne, qui est celle, bien sûr, de la leçon de cette guerre, c'est d'avoir montré sa capacité de contrôle de ce détroit d'Ormuz. Et alors que les États-Unis, eux, certes, conservent encore une certaine influence, et notamment celle importante, et j'espère qu'on va en parler, qui est financière, c'est-à-dire de maintenir, justement, d'activer ou de désactiver les flux financiers par rapport à l'Iran, c'est finalement le seul levier qu'a Donald Trump aujourd'hui. Mais il menace toujours, comme il le fait, de l'escalade militaire. Parlons du détroit d'Ormuz, puisque l'agence de presse iranienne Tasnim, c'est le pouvoir, tout ça, ils sont tout à fait liés, qui rapporte que le détroit d'Ormuz ne sera pas rouvert tant que le cessez-le-feu au Liban ne sera pas respecté. Trump s'est beaucoup énervé là aussi de ça. Vous fermez le détroit et vous n'aurez plus de pays, dit-il.
vous ne rentrerez même pas dans votre putain de pays. Là, et on sent que Trump a des raisons de coup de colère toutes les heures à peu près avec ce qui se passe dans le détroit. C'est la rage de l'impuissance. Oui, parce qu'il n'a plus de. C'est la rage de l'impuissance. Il n'a plus de levier, en fait. Il a tout mis sur la table. Il a tout misé. Une attitude extrêmement accommodante concernant le programme nucléaire iranien, bien plus coulante entre guillemets que ce qui avait donné lieu à l'accord de 2015. Il a effectivement promis la levée des sanctions. Il s'est engagé à ce que Israël se retire du Liban. Et malgré tout ça, les Iraniens ne veulent pas débloquer le détroit. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire ? Effectivement, les mêmes causes produisant les mêmes effets, il peut refaire quelques milliers de c'est infernal. Pour les Américains, c'est infernal. Oui, mais c'est infernal parce que ça s'appelle une défaite. Ça peut paraître étrange de citer le proverbe, alors que ce sont des Iraniens, des chiites, mais là, il y a ce proverbe yiddish qui dit « tu vaux ce que tu demandes ». Très bon proverbe. Quand vous négociez un salaire avec votre patron, il faut toujours avoir ça en tête. Les Iraniens, c'est vraiment ça. On a l'impression que ce régime met la barre, il surenchérit sans arrêt. Ben oui, bien sûr, parce que c'est une puissance militaire faillie, c'est une puissance économique à moitié faillite, mais sur le plan géographique, ils restent la grande puissance de la région, et ils le resteront parce qu'ils sont là. Et donc, comme on disait, la géographie étant une science exacte, c'est leur grand levier, et le détroit d'Ormuz, ils le contrôleront, parce que si il avait été possible de le contrôler, les Américains ne s'en seraient pas privés. Et le fait qu'ils n'ont pas réussi, c'est que depuis le début, on dit que le détroit d'Ormuz n'est pas tenable. Et donc, les faits ont prouvé que c'était... Xavier Titelman, qu'est-ce qui se passe d'après vous dans le détroit ? Regardez, Aurélien Amel, notre chef d'édition, qui a au bout du doigt le marine traffic, c'est-à-dire l'équivalent de, comment dit-on, flight radar pour les navires, et on voit que effectivement, ça. Alors, est-ce que ça passe ? Ça passe un peu plus peut-être que précédemment. Oui, alors on voit 2-3 bateaux. Les bateaux avec les petites flèches montrent une trajectoire. Donc, vous voyez qu'il y a quelques petits bateaux qui passent au détroit d'Ormuz tout en haut. On voit qu'il y en a 4 en ce moment qui ont l'air d'être en mouvement. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 0, on passe à 4, mais il y en a toujours des milliers qui sont en attente. Donc finalement, on prétend que le détroit est rouvert, que le pétrole coule à flot. Dans la pratique, tous les points rouges et tous les points qui sont sur la gauche sont en train d'attendre de pouvoir passer. Et tant que les Iraniens ont rappelé encore une fois, enfin un appel radio pour dire bah non, le détroit il va fermer tant que le Hezbollah se fait taper dessus. Effectivement, c'est toujours eux qui ont la capacité de nuisance en tirant avec des missiles, en lançant leurs petites roquettes, parce que les bateaux civils de la zone ne sont pas escortés par les Américains, par une force militaire qui pourrait les protéger. Donc ce détroit reste fermé aujourd'hui. Et les 4 bateaux qui ont peut-être payé cette rançon pour passer, ou alors c'est des bateaux iraniens peut-être qui passent, tout simplement, bah, dans ce cadre-là, il n'y a pas d'évolution de la situation. Oui, je voulais simplement dire, pour compléter ce que dit Xavier Titelman, que il dit il y a 4 bateaux qui sont en train de passer. Le trafic moyen avant la guerre, c'était 130 par jour. Donc on voit que c'est anecdotique par rapport à d'abord au nombre de bateaux qui attendent. Il suffit de regarder les points sur la carte, et ensuite à ce qu'était le trafic avant le 28 février et le déclenchement de la guerre. Les différences d'assureurs, on est passé de 20 000 $ pour assurer un navire à aujourd'hui 300 000. Donc en réalité, les assureurs se disent si on passe, on est cuit. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas certain qu'il n'y a pas de mine, tant qu'on n'est pas certain qu'ils ne vont pas se faire tirer dessus par les Pasdaran en passant, eh bien personne, parce que il y a l'aversion au risque dans le milieu économique, c'est justement là-dessus que jouent les Iraniens, personne ne veut assurer, sauf à des sommes absolument considérables. Oui, mais ça c'est le levier des Iraniens. Ils se font attaquer dans le champ militaire et ils ripostent dans le champ économique, et ça c'est l'arme fatale, et parce qu'elle est mondiale. Donc, voilà. Et la phrase qui a été prononcée, la menace qui a été prononcée par les Pasdaran hier, par la marine des gardiens de la Révolution, on avait vraiment l'impression qu'elle était destinée aux assureurs, parce qu'elle disait quiconque passe à ses risques et périls. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire soit il y a des mines, soit on vous tire dessus. Donc dans les 2 cas, évidemment, ça limite de beaucoup le nombre de bâtiments qui osent atteindre le détroit et le dépasser même. Mais Darius, le problème c'est que c'est une question de levier effectivement. Donc côté iranien, on a ce levier d'Ormuz qui est dominant. C'est effectivement encore plus efficace que la dissuasion nucléaire. Et puis ils viennent de le découvrir. Ça y est, c'est mis en exergue aujourd'hui. Côté américain, qu'est-ce qu'on a comme levier ? Eh bien, on avait en tout cas celui de la force militaire. Mais il est brûlé.
Cet atout-là, il est fait. Ils ont déjà, c'est déjà fait. Et on voit bien que Donald Trump hésite à réemployer la force. Et les Iraniens le savent. Donc, pour le moment, celui qui gagne, c'est celui qui a conservé son atout principal, son levier, son joker. Avec cette conséquence majeure, c'est que la dissuasion conventionnelle américaine sur le plan stratégique est complètement émoussée aujourd'hui. Et donc ça, c'est quand même un phénomène beaucoup plus large que le détroit d'Ormuz. C'est-à-dire, c'est planétaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde émergent, on dit on peut résister aux États-Unis et derrière, on peut résister à l'Occident. Et donc, nous, on est embringués dans l'affaire également. Xavier Titelman, vous qui êtes un offensif dans l'âme, hein, voilà, on voit. Pas là, mais oui. Non, mais qu'est-ce que vous feriez à la place des Américains pour déboucher le siphon? Ah, mais il n'y a rien à faire. Comment il n'y a rien à faire? Non, mais militairement, soit les Américains engagent la totalité de leur flotte et bien plus que ce qu'elle a, pas pour des moyens éventuels offensifs avec des porte-avions et des porte-hélicoptères amphibies ou faire des assauts. Soit il faut réellement des dizaines de destroyers, de frégates pour faire des allers-retours, pour escorter tous ces bateaux en mettant une bulle de protection systématiquement autour. C'est le seul moyen d'essayer d'évacuer ce détroit. Ce que vous décrivez est fou. Et c'est juste pas possible. Et ils le font pas. Ça veut dire qu'ils doivent vider toutes les mers du monde. C'est-à-dire qu'ils doivent abandonner les Philippines, Taïwan, leur pression sur le Venezuela, etc. Il faudrait qu'ils vident toutes les mers du monde pour pouvoir escorter tous ces bateaux. Mais attendez, certains militaires disaient ils peuvent bombarder le long des côtes du détroit. Oui, et alors mais alors, c'est faisable, mais qu'est-ce que ça change? Vu que les Iraniens... Ça change, ça amoindrira la capacité de frappe des Iraniens, j'imagine. Oui, mais les Iraniens, ils sont derrière avec des camions. C'est des simples camions qui se ressemblent à tous les camions. Depuis 30 km sur l'arrière de la côte, ils ouvrent leurs bâches, ils tirent, ils referment les bâches et ils repartent. Donc, à moins de raser tous les camions de tout le pays qui vont naviguer sur les 30 km sur les arrières du détroit, vous ne pouvez, alors ce qui veut dire des centaines et des milliers de bavures, vous ne pouvez pas empêcher les Iraniens de frapper les bateaux civils qui passeraient sur la zone. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, la flotte américaine est au taquet, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire plus. Quand vous voyez les porte-avions américains, ceux qui sont en grand entretien, il y en a 3 apparemment. Hein. Oui. Mais ceux qu'il faut laisser face à Taïwan, le Ford qui revient, etc., il vous en reste grosso modo 3 face à l'Iran. Et est-ce qu'on ne peut pas faire plus? Est-ce qu'on voit les limites de l'Empire? Il y a eu des moments, je me rappelle la guerre de 91, guerre du Golfe, où on a l'impression que la puissance américaine était à son zénith, que cette fois ils avaient complètement écrasé les soviétiques par la guerre froide, qu'ils étaient imbattables, quoi. Ils avaient encore de la réserve. Il n'y avait pas la Chine. Il n'y avait pas la Chine. Il y avait 6 porte-avions en 91. Et le phénomène nouveau, c'est qu'il y a des puissances émergentes et qu'aujourd'hui, ils doivent être omniprésents partout parce que il y a des puissances face à laquelle ils ne peuvent pas ne pas être. Ça sent mauvais, ça. Hein. C'est pas bon quand on a. C'est pas bon. C'est pas bon parce que en mer de Chine, les Chinois avec 5-6 porte-avions, ils feront jeu égal avec les Américains. Alors les Américains, ici, s'ils doivent laisser 6 porte-avions en mer de Chine, ça veut dire qu'ils en ont 11, il en reste 5 pour naviguer dans le reste du monde. Vous imaginez? Donc aujourd'hui, ils ont une flotte qui devient insuffisante par rapport à leur puissance. Vous qui êtes un passionné d'histoire de l'Antiquité militaire, on a tous appris, selon le manuel d'histoire, le moment où l'Empire romain arrive à son zénith, et après, c'est difficile à tenir, parce que la frontière, l'Imès, est tellement immense. Est-ce qu'il y a quelque chose de ça? Oui, il y a vraisemblablement quelque chose de ça, mais je rappelle que l'Empire romain n'est pas tombé à cause d'une ultime bataille, sauf à Constantinople en 1453. Mais le reste, il s'est un peu écroulé. Bien sûr, parce que quand ça devient trop grand, quand on est partout, on est nulle part. Donc c'est Sénèque qui le disait. Et donc forcément, à un moment donné, tant qu'on est l'omnipuissance, on peut concentrer ses efforts à un endroit donné. 6 porte-avions en 91. Quand il y a des puissances émergentes qui commencent à vous challenger, à ce moment-là, vous ne pouvez plus tenir en même temps dans le monde entier. Je rappelle que les porte-avions, il y a une rotation permanente pour les entretenir, parce que les chaudières nucléaires, tout ça, tous les 6-7 ans, je ne sais pas exactement la rotation, mais c'est indisponible. 18 mois un porte-avions. C'est très inquiétant pour l'Occident, ce que vous dites, parce que si c'est le cas, c'est la première fois que l'Occident, au sens large, alors, on ne sait pas si on est dans le même bateau. Je vois que la guerre Fenwick me regarde d'un air un peu mi-figue, mi-raisin. Je sais pas si. J'aime pas la notion d'Occident. Non, mais ce que j'allais dire, plusieurs choses. D'abord, je parlais tout à l'heure, en fait, de toutes les défaites que les Américains ont enchaînées depuis 30 ans. C'est-à-dire que vous regardez l'Afghanistan, la Corée, le Vietnam, l'Irak, et à chaque fois, cette question s'est posée. Darius, c'est-à-dire, est-ce que les États-Unis, c'est fini? La vérité, c'est qu'ils ont rebondi. Donc moi, je ne peux pas vous dire ce soir de manière définitive, derrière cette déculottée
cataclysmique que les États-Unis, c'est terminé. Maintenant, la chute de l'Empire romain, il y a la corruption, il y a l'hyperextension, il y a l'emploi des mercenaires, des barbares, etc., qui finissent par se retourner. Les États-Unis, il y a une forme d'hyperextension, mais je pense que, au-delà de cette réflexion sur l'Empire, en fait, il y a une réflexion qui est nécessaire sur ce qui fait la puissance. Et ce que peut et ne peut pas, la force. En l'occurrence, dans cette situation, comme dans d'autres, la force peut détruire. Mais qu'est-ce qu'elle construit derrière pour les États-Unis ? Pas grand-chose. Et dans les critères de la puissance, les Américains ont cette conception qui consiste à penser, peut-être ont-ils raison, peut-être ont-ils tort, on peut en débattre, que c'est celui qui accumule le plus de moyens au service de la force qui sera le gendarme du monde. Or, ça ne leur donne pas la possibilité de régner. Et l'exemple russe face à l'Ukraine est aussi parlant de un pays qui théoriquement, potentiellement, est bien plus grand, bien mieux équipé, a bien plus de ressources, n'arrive pas à mettre à genoux un pays qui est plus petit. Et après, ce que dit Gallagher est exact, mais le problème des Américains, c'est qu'ils continuent à faire des très gros modules. Plutôt que d'avoir une dizaine de porte-avions géants, il ferait mieux d'avoir 5 porte-avions géants pour endiguer la Chine et avoir plusieurs porte-avions de la taille du Charles de Gaulle. Il y a des analyses américaines qui disent que le Charles de Gaulle, c'est le porte-avions le plus efficace par sa taille, par le nombre de marins qui sont à bord. C'est le plus nationaliste de tous, Xavier Titelman. Vous lui dites n'importe quel problème dans le monde, il dit faites comme la France. C'est la Corporation. Et en plus, la Rand Corporation, c'est pas les. Oui. Il vend les rafales, il vend des rafales, il vend tout, Xavier Titelman. Mais le Charles de Gaulle est au large du détroit. Vous avez des cartes de visite ? Vous savez, Tony Blair était un peu comme vous. Tony Blair avait des cartes de visite de toutes sortes d'armateurs, de toutes sortes de fabricants d'armes. Il disait tac, 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 vous voulez, qu'est-ce que vous voulez ? Un avion, un char, etc. Ce qui est fascinant, c'est que Donald Trump lui-même avait fait le même constat que Gallagher Fenwick, c'est-à-dire de dire si on essaie d'aller partout et à chaque fois on se plante. Oui. Et donc tout le sens de ce document sur la sécurité nationale publié en fin d'année dernière, c'était de dire on ne s'occupe que de ce qu'ils appellent leur hémisphère, c'est-à-dire l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Ça, c'est la chasse gardée. Dès qu'il y en a un qui bouge, paf, on cogne. Et pour le reste, on laisse faire nos alliés et surtout, on n'essaie pas de rétablir la démocratie partout. Donc, en fait, il était lucide, Trump. C'est lui-même qui a décidé de partir d'Afghanistan. Et là, il a eu une espèce de je sais pas si c'était un coup de folie ou bien une ambition trop grande, même si à mon avis elle était légitime. Et cette intervention en Iran, c'était contraire à son document de stratégie. Est-ce qu'il s'en veut à lui-même ? On va voir dans un instant qu'il en veut beaucoup à Netanyahou, apparemment. Souvent, quand on en veut à quelqu'un, la vie de couple vous apprend ça. Quand on en veut à quelqu'un, c'est qu'on en veut en fait à soi-même. Vous êtes très philosophe ce soir, Darius. Non, mais vous êtes d'accord avec moi ? Vous avez la même expérience ? Peut-être, oui, mais... Non, mais attendez, allez au fond de votre pensée. Sur la vie de couple ? Oui. Oui, effectivement. Mais je pense qu'il faut d'abord s'en vouloir à soi-même. La seule sincère sur ce plateau. J'ai fait une remarque psychologique d'une grande profondeur. Oui. La seule à noter, c'est Aniva. Non, mais Darius, sur la puissance américaine, parce que c'est ce dont nous étions en train de parler. Dans ce mémorandum qui a été signé à Versailles, il y a un paragraphe très étonnant dans lequel les Américains évoquent la possibilité que les forces américaines doivent se retirer de la proximité de l'Iran dans les 30 jours. Là, on parle pas de 60 jours, mais 30 jours. Mais alors, depuis quand les États-Unis négocient avec une puissance quelconque de l'état de leurs forces et de leur futur déploiement militaire ? Là, franchement, si c'est pas ce que Gallagher disait, si c'est pas l'illustration de justement un amoindrissement de leur force, force de vouloir être partout, on est nulle part. On parle des Israéliens. On va voir dans un instant de quelle façon, sans doute, ils vont chercher à tout faire pour saboter encore, et peut-être ont-ils encore des occasions, ce qui est en train de se faire, parce que pour eux, c'est désastreux. Petit détour par la télévision iranienne. La séquence qu'on va voir, elle est sidérante, parce que dans cet aplomb, ils ont leurs présentateurs, ils ont toute leur machine d'État et de communication qui est tout à fait en marche. Et regardez-les dans le détroit. Je me trouve au port de Bandar Abbas. C'est le plus grand port à conteneurs d'Iran. Le détroit d'Ormuz est plus iranien que jamais. La marine du corps des gardiens de la Révolution réaffirme qu'aucun navire n'a le droit de traverser ce détroit. Tout navire enfreignant cette règle et traversant le détroit d'Ormuz s'expose à des dangers. À des pertes, des accidents, des explosions contre des mines, voire le fait d'être pris pour cible par la marine. Quelle image! On dit toujours, pour le côté un peu plaisant, il ressemble un peu au, comment il s'appelait, le gérant de boîte de nuit, la Michou.
Voilà, il a un même comme ça. Non mais il a l'air très Il n'a pas de tranquille. lunettes bleues. Comment ? Il n'a pas de lunettes bleues. Vous avez raison. Mais enfin, ce côté très tout comme si c'était une vie normale, etc. Alors que théoriquement, c'est un pays qui devait être à genoux. Et tout à fait, c'est l'image qui est sciemment recherchée et que veulent renvoyer les Iraniens. C'est-à-dire que vous nous frappez, vous essayez de nous agenouiller. D'abord, on n'a pas peur, on est toujours debout et en plus on mène la danse. Donc vous avez signé un accord sur 14 points, il y en a 13. Sauf que c'est la réalité. Qui ont été quasiment rédigés par les Iraniens. Et il y en a un seul qui serait, c'est la réouverture du détroit qui n'est toujours pas complètement garantie. Et en plus, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez nous donner beaucoup d'argent. Et je rajoute à tout cela que si vous ne respectez pas un des 14 points, on referme le détroit. À tel point qu'aujourd'hui, il y a des blagues, je me permets à cette heure-ci, qui circulent un peu partout, notamment au Liban, où l'État est un peu failli et il manque de services, ou dans une zone chrétienne qui s'appelle Zahle, qui disent « Ah tiens, on va fermer le détroit si vous nous mettez pas, vous n'arrangez pas la route du point A au point B. » Donc c'est à ce point-là. C'est-à-dire qu'ils mènent la danse, et ce détroit d'Ormuz, qui est le seul point qui est exigé par les Américains dans le MOU, il n'est même pas encore appliqué complètement, il n'est pas garanti en place. Très grande inconnue ce soir, et elle évolue, c'est le rôle d'Israël dans la région. Regardez les bombardements qui ont eu lieu, notamment dans le sud du Liban, dans le secteur de Nabatieh, tirs d'artillerie, tirs puissants, l'armée israélienne. Et on sait que c'est ça qui irrite Trump. On en parlait tout à l'heure, Guillaume Roquette, là. Tout ça, ils savent très bien que chaque bâtiment qu'ils visent, Trump peut voir ça sur Fox News et sa température peut monter, hein. Oui, parce qu'effectivement, il y a on voit que c'est l'abcès de fixation et que les Iraniens, grâce à leur proxy du Hezbollah, peuvent en fait appuyer sur on ou sur off. Et Netanyahou, et moi je le comprends, dit je ne peux pas laisser sans défense les citoyens israéliens qui habitent dans le nord du pays et qui sont susceptibles de recevoir des coups. Et donc c'est pour ça que ça fait des mois maintenant qu'il y a ces interventions israéliennes au Liban. Et pour le Premier ministre israélien, c'est toute sa stratégie en fait, parce que l'idée c'était on oublie la paix parce que Netanyahou n'y croit pas, et par la force on protège Israël. Donc on le protège contre le Hamas, c'est l'intervention à Gaza, on le protège en faisant tomber le régime syrien, et on le protège aussi contre le Hezbollah au Liban. Combien de morts à ce stade ? On protège Netanyahou aussi, qui a besoin de cette guerre pour continuer à exister. On est à 4 000. Cela dit, il est relativement soutenu par son pays. Oui, non, mais ça, c'est un autre souci. Mais on voit bien que lui, il a un intérêt personnel à faire perdurer les choses. 4 000 morts. 4 000 morts. 1 million de déplacés. 4 000 morts, 1 million de déplacés. Je vous lis ce que dit Netanyahou. Il y a 50 ans, j'ai perdu mon frère. Il faut rappeler Yoni, le frère de Netanyahou, qui est mort dans des circonstances héroïques. Héros d'Israël, lieutenant-colonel Yoni Netanyahou. Aujourd'hui, lors de la commémoration, je me suis engagé, je ne laisserai pas l'Iran s'armer d'armes nucléaires. Nous resterons dans la bande de sécurité au sud du Liban aussi longtemps que nécessaire pour protéger nos chers résidents du Nord et tous les citoyens de l'État. Et les ministres extrémistes du gouvernement, notamment Ben-Gvir et Smotrich, ont tenu des propos extrêmement durs sur le fait qu'il fallait vraiment frapper le Liban sans aucune... Des propos génocidaires. Ils ont dit les larmes... Ben-Gvir dit on va brûler le Liban. Quand il dit pour chaque mère israélienne qui pleure, il y en aura 1000 au Liban qui pleureront, il dit cela sur la chaîne 14, et il ajoute la seule chose qu'il fasse faire avec les Iraniens, c'est de les bombarder, dit-il, en matraquant la table, et il conclut en disant que le monde me condamne, cela ne m'importe peu, il faut bombarder l'Iran et bombarder le Liban. Et donc cette stratégie, qui n'en est pas une en réalité, de la paix par la force, qu'est-ce qu'elle donne ? À part la disproportion et les larmes et le sang qui coulent dans des quantités bibliques à Gaza, en Cisjordanie, au sud Liban, en Iran et dans la région. Donc, pardon, Gaël, vous donnez raison à Vance quand il dit la stratégie, on va tuer, ne marche pas ? Ça, c'est Trump qui le dit à Jérusalem quand il vient parler à la Knesset. Et Vance aussi. Ce que dit Vance au New York Times, il dit « Vous ne pouvez pas vous sortir de tous vos problèmes quand vous êtes un pays de 9 millions d'habitants en ne faisant que tuer. » Bien évidemment que je lui donne raison. L'emploi de la force n'est pas à exclure, mais il doit être encadré et mis au service d'un objectif politique sain et qui mène à une situation durable. Israël ne peut pas... On vit un moment très important, et je dis ça sans ironie facile. Moi, je suis frappé de voir où vous, qui avez un regard très critique sur cette administration, vous dites là,
c'est Vance qui a raison quand il dit cela, Guillaume Roquette. Là, il y a un renversement de situation de fait. Hein. Oui, je suis pas certain que les Américains, que ce soit Vance ou Trump, soient vraiment sincères quand ils disent ça. Je pense qu'aujourd'hui, leurs alliés israéliens, leurs alliés historiques, qu'ils ont toujours soutenus, y compris à Gaza, malgré la brutalité de l'action israélienne, aujourd'hui, ils changent de discours parce que l'attitude israélienne pourrait compromettre l'accord avec... Mais qu'est-ce que vous pensez, vous? C'est-à-dire, oui ou non, est-ce qu'Israël est arrivé à la limite de sa stratégie? Non, moi, je veux bien, mais alors qu'est-ce qu'on fait? La diplomatie, la négociation. Oui, j'entends bien, mais il me paraît difficile de négocier avec le Hamas. Pourquoi? Parce que ces gens ont montré leur volonté d'en finir avec Israël. La raison d'être du Hezbollah, cher Gallagher, c'est la disparition de l'État d'Israël. Moi, si j'étais le Premier ministre israélien, je ne négocierais pas avec des gens qui ont promis ma disparition. J'essaierais de les défaire militairement. Je vous accorde volontiers que c'est difficile, mais je pense qu'il n'y a pas d'alternative. On est au cœur du sujet là. Oui. Est-ce qu'il y a oui ou non une alternative? Parce que c'est vrai que c'est le cœur du sujet. C'est ce qui occupe non seulement les Israéliens, mais ce qui occupe le monde et ce qui occupe Trump. Très rapidement, regardez la situation dans laquelle Benjamin Netanyahou a amené son peuple et son pays. Il est aujourd'hui, et ça c'est factuel que ça plaise ou non, davantage isolé que la République islamique d'Iran. Le monde entier, si vous voulez, célèbre ce moment de diplomatie. Parce que le monde entier, si vous voulez, comprend que cette stratégie, celle qui consiste à tuer par dizaines de milliers autour de vous, en pensant qu'à un moment, soit vous allez tous les exterminer dans un projet génocidaire, soit parce que vous croyez à l'épuration ethnique, ils finiront par tous partir, ça, déjà, ça n'est pas sain, c'est criminel, c'est cruel, et ensuite, ça n'apportera ni la paix ni la sécurité, mais rancœur et ressentiment qui alimenteront les conflits de demain. Et écoutez, Vance, vice-président, qui effectivement là le renversement des positions est marquant. Vance là aussi dit quelque chose d'assez proche de ce que vous dites vous, en disant mais pour des raisons différentes. Peut-être, sans doute, mais en tout cas il dit là aujourd'hui, l'impopularité d'Israël à l'échelon mondial est arrivée au point tel que seul lui-même et le président Trump les défend. Il y a des personnes au sein du cabinet de Bibi qui se permettent de critiquer l'accord avec l'Iran et parfois même d'attaquer personnellement le président des États-Unis. À ces personnes, j'adresse 2 messages. Le premier, Donald J. Trump est à l'heure actuelle et dans le monde entier le seul chef d'État qui éprouve de la sympathie à l'égard de la nation israélienne. Le deuxième point, c'est qu'au cours des 3 derniers mois, 2 tiers des défenses qui ont protégé votre territoire ont été construits par des mains américaines et payées par le contribuable américain. Sophia Amara, aujourd'hui, vous dites cette chose incroyable. Vous connaissez si bien le monde arabe et musulman. Trump est relativement populaire dans certaines régions du monde arabe. Ce soir. Oui, tout à fait. Ce soir et même avant. Il est populaire en Syrie, ça c'est certain. Les gens l'aiment en Syrie. Ils l'aiment parce qu'il a frappé Bachar el-Assad quand tout le reste du monde applaudissait ou restait complètement inactif et sourd à la souffrance d'un peuple qui a mis 13 ans à se libérer du joug de cette dictature. Ça paraît incroyable. Vous êtes en train de nous dire que Trump est plus populaire dans les pays arabes et musulmans qu'il ne l'est sans doute en France ou en Italie. On va parler d'Italie dans un instant. En Israël. Ou en Israël, bien sûr. Et alors, c'est pas la seule fois. Et puis, ils l'ont beaucoup félicité lorsqu'il a accepté Ahmad Shara, donc El-Joulani, ancien d'Al-Qaïda, qui s'est assagi et qui dit s'être déradicalisé et d'être en train de déradicaliser son régime, même par le haut, de manière pyramidale. En tout cas, il l'a reçu, il lui a offert un parfum, ils ont échangé, ils se sont fait des mamours, et donc pour ça, il est aimé. Il est également aimé au Liban par le camp de ce qu'on appelle le camp des souverainistes. Les souverainistes, c'est ceux qui veulent se débarrasser. Mais question sur ce plateau. Est-ce que vous admirez ce pragmatisme américain? C'est vrai qu'ils sont capables de retournements nets. Ou est-ce que pour vous, il y a quelque chose là d'indécent? Oui. Moi, je le respecte. La capacité de Trump, et vous m'entendrez rarement dire ça, à savoir quand il faut retirer ses billes et à le faire illico presto et donc de manière brutale,
très contre-intuitive et surprenante. Oui, ça fait partie de ses qualités. En bon américain et entrepreneur qu'il est, il a mis 75 milliards sur la table pour essayer d'atteindre des objectifs mal définis. Ça n'a pas fonctionné, il part. Et vous dites c'est fascinant. Un homme d'affaires polonais me disait ça il y a 2 jours. Il disait ça, c'est la logique américaine. L'Européen met un peu d'argent, il regarde si ça marche pas, il avance. Non, l'Américain est prêt à mettre un maximum de fric d'un coup. Oui. Et puis s'il a perdu, c'est pas grave. Mais on change tout de suite de projet. Oui, mais je pense que d'abord, on mesure la détestation de Gallagher Fenwick pour la politique israélienne. Il en vient à dire du bien de Trump. C'est vous dire vraiment que il faut mettre la priorité dans ses ennemis. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que si les Américains, qui sont l'allié historique d'Israël, l'allié le plus fidèle, les lâchent, c'est un signe qui est envoyé. C'est un signe qui est envoyé à tous les ennemis d'Israël, et Dieu sait qu'il y en a dans la région, qui signifie vous pouvez y aller. Et moi je trouve que c'est grave, donc peut-être que c'est mon hypothèse, une attitude tactique, c'est juste le temps de négocier avec les Iraniens, mais il y a quand même un moment où quand on ne respecte plus aucune alliance, j'allais presque dire aucune amitié, alors ça veut dire qu'on n'est plus quelqu'un de crédible. Donc à mon avis, c'est un problème. À part l'Iran, Guillaume, qui veut faire la guerre à Israël? Qui veut détruire Israël dans la région? Regardez la région. Le Hamas, le Hezbollah. C'est pas des pays. Ce ne sont pas des pays, mais ce sont des forces qui sont considérables. Israël, vous le savez bien. Le Hezbollah. Mais ce n'est pas des forces existentielles. Ils ne menacent pas de manière existentielle. L'Iran, éventuellement, mais pas le Hezbollah ni le Hamas ne sont une menace existentielle pour l'État d'Israël aujourd'hui. Je pense que si on était israélien et qu'on avait vécu le 7 octobre, on ne penserait pas la même chose que vous. Pas tous. Mais non, ce que j'allais dire, si vous voulez, c'est la distinction entre ce que j'essaye maladroitement de dire et ce que formule de manière très claire J.D. Vance, le vice-président. Lui, il se place dans le cadre de la transaction. Et il est possible que cette administration, dans son tableau à 2 colonnes, soit en train de faire passer l'État hébreu de ses actifs à son passif. Ou si vous voulez, d'un atout à un désavantage. Parce que la question qui se pose au sein d'un des courants MAGA, pas tous, c'est que nous rapporte Israël, à quoi nous sert Israël et quels sont nos intérêts qui sont servis par les guerres que nous menons aux côtés d'Israël. On reviendra évidemment à ce débat, mais vous disiez tout à l'heure de la relative popularité de Trump dans certains pays arabes. Pendant ce temps, avec l'Europe, ça barde encore plus, y compris avec l'Européenne qui semblait jusqu'à présent bonne relation avec Trump. Trump et Giorgia Meloni s'invectivent par réseaux sociaux interposés. Et on a atteint un niveau encore supérieur. Regardez. C'est peut-être cette image-là à laquelle Trump faisait allusion quand il a prétendu sur la télévision italienne, la 7, que Madame Meloni l'aurait supplié pour avoir une photo. C'est ce que lui a prétendu. Colère de Madame Meloni qui dit ça n'est pas vrai, l'Italie. Elle dit l'Italie et moi nous ne supplions jamais. Voilà. Et donc il remet ça là-dessus. Refaisons tout le film. Trump dit, Meloni a demandé encore et encore une photo avec moi pendant la réunion du G7. Sa popularité est au plus bas en Italie, probablement parce qu'elle a refusé l'aide des États-Unis. C'est ça la question. Oui. C'est la question notamment des avions qui se seraient fait des pauses ou non en territoire italien. Maintenant, elle souhaite renouer les liens d'amitié avec eux pour redorer son image. Non merci. Écoutez la réponse contre-attaque de Madame Meloni. Les déclarations de Trump sont totalement inventées. Je suis stupéfaite. Je ne sais pas pourquoi il se comporte comme ça envers ses alliés. Ce n'est pas la première fois. C'est décevant qu'il ne fasse pas preuve de la même détermination avec les ennemis de l'Occident et des États-Unis. Il traite leurs dirigeants avec bien plus d'indulgence. Il y a une chose que Trump devrait retenir. L'Italie et moi n'implorons jamais. Pendant que Mme Meloni parlait, je notais l'éclair d'admiration de Xavier Titelman, jeune souverainiste français. Alors pour vous, ça, admiration totale. Voilà un leader européen qui ne met pas à plat ventre devant Trump pour essayer de lui plaire. Elle dit les choses telles qu'elles sont, elle lui tient tête quand c'est nécessaire, elle ne se fait pas insulter. Mais qui peut être contre ça? Elle y va sans peur, elle y va franco. Elle y va franco, absolument. Il n'y a pas une once de peur, elle retient aucun coup. Parce que c'est une femme et qu'elles sont plus courageuses que les hommes. Et donc elle montre à tous ceux qui sont autour de cette table, au G7, comment est-ce qu'on doit gérer un espèce de saltimbanque qui se prend pour un mâle alpha. Mais tout à l'heure, Guillaume Roquette faisait allusion à effectivement mes priorités ou mon échelle, cette verticalité. Bien, Meloni, pour moi, et Dieu sait si je ne me revendique pas de son courant, elle est au-dessus de Donald Trump parce qu'elle sert les intérêts de son pays et de l'Europe.
et à toutes celles et ceux qui pensaient qu'il pouvait y avoir des alliances avec Donald Trump, c'est un terme qui n'existe pas dans sa pensée politique et idéologique. Maintenant, la chose qui a basculé, c'est qu'avant, ces choses-là se passaient en coulisses, où, de manière feutrée, Donald Trump a fait exploser toutes ses convenances pour le bien ou pour le mal. Et maintenant, c'est comme deux adolescents qui, par réseaux sociaux interposés, s'invectivent l'un l'autre. Et ça continue aujourd'hui, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que là, on entre, évidemment, avec Trump, il y a deux logiques. Ou bien vous essayez d'accompagner un peu le mouvement, c'est ce que fait la France, réussit à Versailles, il faut dire ça a réussi. Bon dîner. Non, mais quand vous êtes frontal avec Donald Trump, effectivement, il continue. Parce qu'elle a été frontale. Et les images que l'on voit maintenant, c'est au G7 à Évian. Et on voit, regardez la moue boudeuse de Donald Trump. Il l'écoute, là, on ne sait pas ce qu'elle lui dit. Elle a l'air très content. Mais il est pas, elle a l'air d'essayer de le convaincre de quelque chose. Et finalement, le fait qu'il s'intéresse autant à elle, qu'il fasse un premier tweet, puis un second, puis un troisième, parce qu'on en est au troisième, c'est justement la preuve que c'est elle la plus forte. Et que c'est lui qui, par colère, par déception, par rage, il est souvent, quand il fait ses tweets, il est souvent en rage, que ce soit sur le détroit d'Ormuz ou que ce soit sur Giorgia Meloni. Encore faut-il voir à la fin, ne supplie pas et c'est tout à son honneur. En termes de rapport de force réel, ce que ça donnera, puisqu'effectivement, Trump en rajoute, après avoir dépensé des milliards de dollars pour l'OTAN, l'Italie et son Premier ministre ne penseraient même pas à s'impliquer dans la République islamique contre la République islamique d'Iran et leurs très graves menaces nucléaires. Pendant des décennies, nous les défendons, mais lorsqu'ils sont testés, ils ne sont pas là pour nous défendre, nous et le reste du monde. Ça n'est pas bon, signé Trump. Il faut dire ce qui est, l'Italie est un pays où il y a des bases très importantes de l'OTAN, il y a des bombes nucléaires américaines qui se trouvent sur le sol, deux bases très importantes, Aviano et l'autre. Il y a la 6e flotte. Et la 6e flotte. Du côté de Naples, et là, c'est une colère pas seulement de Trump, d'Américains qui estimaient que l'Italie était soumise. Oui, mais en même temps, ce que dit Trump à l'Italie, il pourrait le dire à l'Europe tout entière. On voit bien que ça, il s'adresse à tout le monde. Maintenant, quand on dit ça, il faut être honnête. L'Italie, alors je sais pas combien ils en sont, mais il y a pas longtemps, ils dépensaient 1,34% de leur PIB pour l'OTAN. Donc ils ont quand même, eux, très largement profité du parapluie américain. Et il se passe là quelque chose. Rappelez-vous, dans les années, dans l'après-guerre, la CIA a truqué les élections en Italie. On parle souvent des ingérences de toutes les nations. La CIA, les Américains ont truqué les élections. Ils ont donné de l'argent aux démocrates chrétiens pour faire barrage aux communistes. Donc il y a une tradition d'intervention. Ils estiment que c'est chez eux. Vous aimez ce genre d'ingénieur. Voilà. Ils considèrent que l'Italie, c'est chez eux en réalité. Et là, il y a une colère d'empire de dire mais qu'est-ce que c'est que ça ? On nous défie chez nous. Oui, c'est vraiment une politique de gribouille. Et je pense que c'est désolant, c'est-à-dire que Trump est en train de discréditer le camp conservateur. Il y avait des raisons objectives d'une proximité entre l'Italie et les États-Unis, notamment la volonté de Giorgia Meloni de ne pas se laisser phagocyter par une Europe supranationale, une volonté d'avoir une politique d'immigration très 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 forte, et donc naturellement ça aurait dû mettre des passerelles, et pour des raisons d'amour-propre ou d'orgueil de Donald Trump, tout ça est en train de se casser. Alors, il y a un autre sujet qui est plus grave, c'est le sujet de la souveraineté, effectivement, avec les avions. Mais qu'est-ce que Trump a à gagner avec ça ? Je veux dire, il va lâcher son allié israélien, maintenant il lâche l'Italie, il veut que tout le monde soit comme l'Espagne, avec un Premier ministre qui lui crache dessus tous les jours. Et elle ne lâche pas non plus. Elle ne lâche pas non plus, parce que réponse à la réponse, à la réponse, à la réponse. Quant à ma popularité, dit-elle, le fait d'être ton ami ne l'a certainement pas aidé, et elle ne dépend pas de ma relation avec toi. Non, elle va effectivement loin. C'est-à-dire qu'elle assume une forme de rupture précisément parce qu'elle pense que ça sert son image et sa popularité. Il y a fort à parier, je pense que ce n'est pas vous, Darius, qui connaissez bien ce pays et sa capitale, qui me dirait le contraire, que quand dans les rues de Rome ou du Nord ou du Sud, jusqu'en Sicile, cette attitude soit appréciée par les Italiens. Et je pense que les leaders européens feraient bien de s'en inspirer la prochaine fois qu'ils nous insultent, nous méprisent ou menacent d'annexer je ne sais quel territoire sur notre continent. Dans les quartiers populaires de Rome, elle vient des quartiers populaires de Rome, évidemment, là, elle est la reine de la reine. Il y a une popularité gigantesque de Madame Meloni, gigantesque.
C'est effectivement le contraste avec Emmanuel Macron, qui lui préfère la jouer à Miami avec Trump et en l'invitant à Versailles, en mettant les petits plats dans les grands, et intéressante. Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas quelle est la bonne stratégie. Moi, je n'ai pas la réponse. Moi, je crois que ça nous sert pas trop mal quand même. Le coup de Versailles était assez bien joué. C'est pour ça que non mais franchement, le château quand même de 400 ans, c'est quand même un vecteur de puissance. C'est Charles de Gaulle qui est aux portes de Paris. Voilà, c'est un vecteur de puissance absolument considérable. Charles de Gaulle, c'est un canal. Et nous, il nous insulte pas très curieusement. Bon, alors après, il veut nous mettre il nous menace de taxes à nouveau, etc. Mais Macron, il rentre pas dans le jeu des questions et des réponses de cours de maternelle. C'est toi le premier, je te l'ai dit, etc. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose aussi qui est un peu indécent quand on est à ce niveau-là de dirigeant de la planète, de se répondre devant la Terre entière comme ça. Il y a quand même, c'est assez effarant. Voilà. Bien sûr. Je pense, en fait, j'ai réfléchi à ça. On avait posé la question ensemble, Darius. À quoi servait le château de Versailles, puisque vous le dites vous-même, en reprenant les mots du président, que c'est un outil de puissance et d'influence. Donc, qu'a-t-il obtenu au travers de ces dîners ? Et je pense qu'en réalité, la réponse à cette question, elle est antérieure à ce dîner. C'est-à-dire que le président français a utilisé la promesse d'un dîner à Versailles, en expliquant à quel point c'était rare, pour s'assurer que Donald Trump, qui déteste les événements comme le G7, reste tout le long du G7 et ne file pas à l'anglaise comme il l'avait fait lors du dernier, notamment au Canada. Donc je pense que cette perspective qui avait l'avantage d'avoir une proximité géographique par rapport au lieu où se déroulait le G7 a convaincu Donald Trump en fait de rester le temps d'un événement qu'il déteste. Cela étant, c'est bien joué, c'est quand même super bien joué. Cela étant, à l'arrivée, qui claque la porte ? Regardez, il s'attaque aussi à Starmer, Premier ministre britannique. Et là, les Anglais ont souvent été les chiens, les toutous des Américains. Hein, ils ont été les toutous soumis. Et il tape encore sur eux. Starmer, il dit de lui, parce que Starmer va sans doute démissionner dans les prochaines heures, et il le dit avant même qu'il ait démissionné, le pauvre. Keir Starmer va démissionner de son poste de Premier ministre du Royaume-Uni. Il a lamentablement échoué sur 2 sujets cruciaux, l'immigration et l'énergie. C'est-à-dire que le suzerain américain congédie Starmer avant même qu'il soit... C'est incroyable en termes de... Pour une fois que Trump a pas tort. Ah ben non. En fait, en l'occurrence, vous êtes plus à droite que Trump sur beaucoup de sujets. C'est ça la question de Xavier. C'est ce qu'on découvre ce soir. Sur ces 2 points-là, on peut pas dire que c'est un succès en Grande-Bretagne. Un échec total. Mais au fond, comment est-ce que vous jugez le fait que malgré tout, ces pays ne lui claquent pas la porte au nez ? En fait, on a si besoin des Américains. La porte au nez. On a besoin d'eux. La puissance. Écoutez, on a besoin d'eux. Et les Anglais sont un petit peu comme les Allemands. Ils sont tellement inféodés aux États-Unis, alignés sur les États-Unis depuis 40, 50 ans, qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Nous, on a une position, depuis le général de Gaulle, qui est un petit peu différente, ce qui nous donne aussi notre capacité à la fois de franchise et à la fois de traiter d'égal à égal avec les Américains. Mais ce degré d'ingérence, ça n'excuse pas les autres ingérences. Avec raison, on traque les ingérences russes, chinoises, israéliennes, blablabla. Mais là, ce degré d'ingérence, quand vous avez un dirigeant étranger qui congédie le Premier ministre de votre puissance, avant même qu'ils aient démissionné, là, on est l'ingérence plus. Et c'est parce qu'ils pensent théoriquement, qu'il s'adresse à un vassal. Si ces gens avaient une colonne vertébrale, son vassal, les autres dirigeants anglais diraient tant que vous n'avez pas retiré ce que vous avez dit, donc il se couche. Il lui lèche les pieds. Les Anglais lèchent les pieds. Ah, mais oui, depuis non, mais à ce point-là. Voilà. Mais alors, très bien, prenons la conséquence, alignons-nous tous sur Mélanie, soyons clairs, arrêtons d'acheter les armes américaines, annulons les 300 milliards de dollars. Elle en est pas là. Mais c'est pas possible. Oui, il faut le faire. Elle en est pas là. À un moment, il faut aller à cette situation dans laquelle les successeurs de Trump seront peut-être pires que lui, peut-être qu'on sera directement plus alignés. Donc, il faut aller sur la position française, qui est la souveraineté stricte et totale européenne, en termes de diplomatie, en termes de défense et en termes économiques. Est-ce qu'il faut reconnaître là, à Trump une sorte de révélateur de la réalité des rapports de force, c'est-à-dire toutes les politesses que donnaient les Obama, etc., très sympathiques, très élégants, tout ce que vous voudrez, mais en réalité c'était le même rapport de force, simplement plus élégant. C'est pour ça que Trump n'est pas la source de tout cela, mais un symptôme. Trump, c'est pas le début ou une rupture, c'est une accélération. Trump, c'est Biden avec des gros sabots, notamment sur le sujet de l'Europe. Il faut se souvenir des agressions très feutrées de Joe Biden à l'endroit des Européens par son plan de relance, à vertu écologique qui sabotait littéralement les économies européennes, drainait les grandes industries
en leur promettant des ponts d'or pour qu'elles s'accueillent qu'elles s'installent au nom de la transition sur le terrain aux États-Unis. Le mensonge sur les sous-marins, rappelez-vous, où Biden avait dit mais on m'a pas tenu au courant, si j'avais su, il fallait le dire. Et lorsque certains, et notamment le président, avaient de manière très diplomatique osé faire la remarque, Joe Biden avait répondu « Why don't you do the same ?» Vous n'avez qu'à faire la même chose. Donc effectivement, Donald Trump, c'est un accélérateur. Après, sur l'ingérence, juste prudence, Darius, parce qu'il faut se souvenir que c'est lui qui a donné à Mark Carney le pouvoir qu'il a aujourd'hui en faisant campagne contre le libéral et le progressiste Justin Trudeau au Canada. C'est lui qui a fait perdre le camp ultra-conservateur en Hongrie en jetant tout son poids derrière Viktor Orban. Nouvelle Air Force One qui est son avion donné par le Qatar. Rappelez-vous, quand on a eu la nouvelle, certains ont dit il le fera pas, il osera pas, il va reculer. Non, c'est bien l'avion donné par le Qatar, certes entièrement monté, démonté pour éviter qu'il y ait des micros, ce genre de choses. Prêtez attention à la musique. Qui reconnaît la musique? C'est son chanteur préféré qui fait chanter lors de tous ses rassemblements. C'est pas YMCA, hein. Non. La gloire des États-Unis. Ouais. C'est ça. Et c'est surtout prêter attention à la façon précautionneuse dont il descend les marches de l'escalier. Là, il fait très attention. Est-ce que les couleurs veulent dire quelque chose? Alors là, parce que oui. C'est les couleurs du drapeau américain et ça livré. Ces couleurs, oui. Parce qu'il l'autre était cette couleur-là. Était tout bleu. Là, il y a liseré rouge. Et regardez bien, puisqu'il y a un clip spécialement dédié à l'occasion qui a été fait. Soulignons alors le goût. Alors Trump peut avoir un goût un peu mauvais goût. Il a aussi un goût assez classique. Moi, je suis frappé la police de caractère qui est, regardez, c'est assez beau. C'est une sorte de Garamond ou de Times New Roman plutôt. C'est Times New Roman ou Helvetica ça? Non, c'est pas Helvetica. Helvetica, c'est tout droit. Ouais. Là, au contraire, c'est très élégant. Très élégant. Moi, j'ai honte parce que je suis supposé être le représentant de la presse et critique. Et à ma grande honte, je ne connais pas la police de caractère de Air Force One. C'est plutôt. C'est un Garamond. C'est une variété de Garamond. Moi, je crois que c'est plutôt les couleurs de la France. Je crois pas que ça a intéressé beaucoup Donald Trump, la police de caractère. Si, il y a eu un décret sur les bâtiments classiques. Non, sur les bâtiments classiques. Enfin, ils sont intéressés à. Sur les bâtiments aussi, il essaye de mettre son nom et ensuite les tribunaux l'enlèvent. Et ce qui l'intéressait beaucoup, c'était les couleurs, le nouveau bleu, le nouveau rouge. Hélène Bonnet, qu'est-ce qu'on sait? Vous êtes toujours en direct, nous sommes en direct sur ce nouvel instrument de la puissance et du rayonnement des États-Unis. Eh bien, cet avion, ce que l'on sait, et ce qu'a confirmé Donald Trump vendredi dernier, c'est c'est bien celui qui a été offert par les Qataris l'année dernière, un beau cadeau de 200 millions de dollars qui lui a été fait, qui a fait grincer des dents ici, notamment les législateurs américains qui trouvent qu'il y a quand même des soucis éthiques derrière le fait d'accepter un tel cadeau quand on est président des États-Unis. Et puis les questions de sécurité, parce que les rénovations de cet avion, du coup, sont en cours depuis le mois de septembre, et certains se disent, mais est-ce que c'est un temps suffisant pour pouvoir transformer, améliorer la sécurité de cet avion pour qu'il soit totalement utilisable par le président des États-Unis. Donc ceci étant dit, ce qu'on peut dire, c'est que Donald Trump est extrêmement fier de cet avion. Il a convié la presse vendredi dernier en grande pompe à la base d'Andrews, qui se trouve près de Washington, juste avant de s'envoler pour Camp David, pour montrer cet avion. Il parle de sa ligne élégante bleu-blanc-rouge, vous l'évoquiez en plateau. Et puis les journalistes qui l'accompagnaient ont eu le droit de visiter l'intérieur à condition de ne pas prendre leurs appareils électronique avec eux, et ils décrivent une décoration beige et or, des boiseries, beaucoup de luxe avec des sièges qui peuvent se transformer en couchettes, y compris dans la salle de presse. Peut-être le signe que Donald Trump n'est pas si rancunier que ça avec la presse, mais en tout cas surtout le signe qu'il aime le luxe. Et d'ailleurs il l'a décrit, cet avion, comme une maison volante avec un niveau de luxe inédit, et il a promis une chose, c'est que cet avion ferait partie du défilé aérien le jour de la fête nationale, le 4 juillet. Il prendra la tête du défilé aérien. Et donc à Donald Trump très fier et qui veut à tout prix s'en servir au plus vite. Merci beaucoup Hélène. On a le meilleur spécialiste de l'aviation en plateau. On va vous utiliser, on va vous rentabiliser. Quand on voit les images de l'intérieur d'abord, l'intérieur
qui est pas si clinquant que ça. Il y a pas mal de bois sombres, mais il y a une technologie notamment de prévention des attaques qui est extrêmement perfectionnée. Hein. Alors c'est ça en particulier qui a été compliqué parce que certes c'est un cadeau, mais derrière les Américains ont dépensé 400 millions de dollars pour démonter totalement l'avion, notamment tous les câblages. Il a fallu changer absolument tous les boîtiers électriques puisque un avion présidentiel doit être capable de résister à ce qu'on appelle les impulsions électromagnétiques. S'il y a une bombe atomique qui explose à 200 km, ça envoie plein de radiations et ça détruit les circuits électroniques classiques. Donc ils doivent tout démonter, tout remonter. Dans le cockpit, il a fallu ajouter énormément de moyens de communication cryptée pour pouvoir parler à très longue distance. Il y a aussi des capteurs qui sont à bord et il paraît qu'il y a des systèmes d'évacuation de sécurité. On ne sait pas exactement les mêmes pour pouvoir sortir en urgence de l'avion. Mais pas en vol. En vol. Il paraît qu'il y a des mais comment on sort de l'avion en vol? Il y a des leurres pour les missiles. En l'occurrence, il y a des systèmes de protection contre les missiles qui lui arriveraient dessus, ce qu'on appelle des chaffes pour attirer les missiles qui sont guidés par radar, des boules chaudes, des leurres pour pouvoir attirer les missiles qui visent la chaleur. Donc il y a tout ce qu'il faut à bord. C'est pour ça que ça coûte très cher. Et c'est aussi pour ça que les Américains, au début, ne voulaient pas récupérer un avion qatari pour le transformer. Normalement, ils auraient pris un avion qui sortait d'usine de Boeing pour pouvoir l'adapter. Parce que s'ils dépensent 400 millions de dollars, c'est le double de la valeur affichée en tous les cas. Oui, d'un avion de ligne, parce qu'on comprend que les équipements coûtent très cher en même temps. Quand il faut aligner à ce standard-là, forcément, ça coûte très très cher. Mais Xavier, que ce soit un avion offert par le Qatar ou que ce soit un avion qui serait sorti des usines américaines, il aurait été aménagé de la même façon. Oui, mais ils n'auraient pas eu besoin de retirer toutes les cloisons pour le faire ensuite. Ça leur a donné plus de travail. Oui, donc coûtait plus cher. Il aurait été fait d'emblée dans les chaînes pour cette. C'est ce qui était prévu. Et donc il y a 2 autres qui vont être livrés dans les prochaines années de cette catégorie. J'ai toujours pas compris comment on peut sortir de l'avion même en vol. Alors, a priori, il y a des capsules d'éjection qui seraient en dessous, là où vous avez les soutes classiques, les soutes à bagages sur un avion normal. A priori, mais c'est encore une fois, c'est des choses qui sont des suppositions sur l'avion parce qu'il y a beaucoup de secrets autour de lui. Et a priori, il y a une capsule qui serait éjectée, qui pourrait passer par les soutes en dessous et qui permettrait de sortir de l'appareil en mode siège éjectable dans un pilote de chasse. Et ben là, c'est module éjectable. Donc, en cas d'apocalypse, on envoie le président des États-Unis dans une capsule qui bloque la galère. Si l'avion va se crasher, il vaut mieux éjecter le président comme sous la capsule Apollo qui va redescendre avec un parachute qui par la force gravitationnelle va tomber dans ce moment, plutôt que de se cracher avec l'appareil. Perche de ravitaillement, c'est-à-dire qu'il y a même un ravitaillement en vol qui est prévu. Oui, alors c'est pas classique sur les avions de civils de cette catégorie-là. Le Boeing 747, c'est l'avion qui a ouvert le ciel au transport aérien dans les années 70. Donc là, dans cette version, évidemment, pour les civils, ça n'existe pas. Et là, ils ont développé un module où sur le dessus de l'avion, vous avez une perche de ravitaillement qui va permettre de prendre du carburant pour pouvoir voler pendant potentiellement des jours et des jours. Et à bord de l'avion, je crois que c'est 36 heures de nourriture, de tout ce qu'il faut pour une quarantaine de personnes, parce qu'il n'a pas besoin de se poser, il peut traverser le monde et il peut servir de système de commandement en vol. Si jamais il y a un apocalypse, justement, ça lui permet d'être tout le temps en vol et de pas risquer en se posant sur une ville dans laquelle il pourrait être ciblé. Est-ce que les Américains sont les seuls à disposer de ce niveau-là? Regardez la photo que Aurélien Mel a figée où on voit le nouvel avion et la bête de Bis, cette voiture. Ce sont les deux. Quand il y a les deux symboles de la puissance. Ça va ensemble. Il y a des poches de sang qui sont au sang du président qui sont dedans. Il y en a 3 qui vont se suivre. Un déplacement juste pour la logistique au sol, ça nécessite entre 5 et 8 avions qui vont faire des gros porteurs, qui vont faire des allers-retours, pour pouvoir déployer juste l'écosystème qui vient autour de l'arrivée d'un éventuel avion Air Force One. Donc c'est gigantesque. Alors d'autres pays cherchent à s'offrir ce niveau de luxe et de raffinement et d'efficacité, mais objectivement, ils essayent. Oui, les toilettes en or, etc., les Russes savent le faire, mais le niveau de performance... mais le niveau de performance, tout catégories confondues, c'est les seuls qui sont capables de mettre des milliards dans un avion. J'avais vécu au G7 de Taormina la discussion surréaliste entre le secret de service et les administrateurs italiens, parce que le secret de service disait non, je crois que c'était Obama à l'époque, le président ne descendra pas, ne marchera pas dans la rue. Et les Italiens leur expliquaient que la rue à Taormina, c'est petit Taormina. Les rues sont étroites. La rue n'était pas assez longue pour que le convoi se déplace. Donc ils disaient que c'était physiquement impossible, le convoi ne pouvait pas bouger en réalité. Non, faut que le convoi avance. Et qui a eu gain de cause ? À la fin, les Italiens, c'était physiquement impossible. Le convoi était plus long. Le bon sens. Parce qu'un convoi de président des États-Unis, il y a 16, 15, 40 véhicules. Oui. Non, effectivement, c'est absolument colossal pour avoir vu, pareil, notamment quand j'étais à Jérusalem, des déplacements de présidents américains, et notamment quand il fallait aller à Ramallah. Alors, pour y aller, en général, ils prenaient justement un hélicoptère, mais il y avait plusieurs hélicoptères qui suivaient, et tout cela était acheminé
via les Boeing. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des Boeing, vous avez en plus des véhicules, des hélicoptères, enfin ce sont des moyens qui sont absolument colossaux. Et tout ça qui crée ces cercles concentriques de sécurité et de logistique autour d'un homme, un seul, le président des États-Unis. C'est aussi, j'allais dire, une manière d'illustrer, et Donald Trump en est conscient et ne se prive pas d'en user et de le montrer, un symbole de puissance inégalable, parce qu'il y a tellement de moyens. Permettez-moi. Qu'il y avait mieux, c'était le Concorde. Quand même pas dire le Permettez-moi, à une question de psychologie de comptoir. Est-ce qu'on résiste à ça quand on est président des États-Unis, c'est-à-dire la fascination de sa propre puissance? Trump aurait dit je suis l'homme le plus puissant ayant jamais existé, ce qui est peut-être de vrai factuellement, plus que Alexandre le Grand, plus que Napoléon, plus que etc. Est-ce qu'on résiste mentalement à ça quand on est à ce point-là? Hors normes humaines habituelles. Le risque d'hubris, comme disent les Grecs, c'est-à-dire de toute puissance, il est évidemment présent. Il me semble que le manque de réflexion stratégique avant de déclencher l'opération en Iran est un début de réponse à votre question. C'est-à-dire que rationnellement, et semble-t-il, c'est ce que lui ont dit non seulement ses diplomates, mais aussi ses militaires, Donald Trump n'aurait pas dû engager la guerre d'Iran dans ces conditions-là. Et pourtant, il l'a fait. Alors, est-ce que c'est justement parce que il s'est cru tout puissant, il s'est cru au-dessus des contingences matérielles? C'est une explication possible. Mais objectivement, je pense que, en plus, c'est faux de dire qu'il est le plus puissant de tous les temps. Pour moi, George Bush père en 91 dominait encore davantage le monde entier en termes économiques, militaires et diplomatiques que ce que pouvaient être les États-Unis aujourd'hui. Oui, ça dépend ce que vous mettez aussi dans on. Mais je pense que, et tout à l'heure je suggérais une redéfinition de la puissance et donc un travail à faire sur les critères de la puissance, la force évidemment et les moyens. Mais je pense que l'humilité fait partie des critères de la puissance. Et il en a manqué cruellement. Et parce que cette grande qualité qui fait, à mon sens, les grands leaders lui a manqué, il se retrouve dans une ornière qui a commencé mentalement, si vous voulez, dans sa tête, avec l'affaire du Venezuela, qui justement lui a donné cette hubris qu'il a animée face à l'Iran, sachant que mon intime conviction, c'est que des personnes l'ont prévenu des risques potentiels et il ne les a pas écoutés parce qu'il était encore animé par cette grande réussite opérationnelle et technique qui était le kidnapping du dictateur. Cela étant, le vrai critère de Trump, regardez, la bourse, Trump a dit au G7, pour moi, la bourse est plus intelligente que tout le monde. Au fond, c'est Thierry Breton qui disait sur cette antenne cela. Est-ce que le vrai critère de Trump, c'est ça, sa réussite, c'est-à-dire que la guerre redonne encore de l'oxygène à la bourse américaine? Et regardez, quand vous regardez le règne de Trump, au fond, c'est un très bon règne pour la bourse, à part l'encoche créée par les tarifs. Il regarde ça et se dit oui, ça marche. Oui, je pense que c'est pour lui la réalité la plus tangible. C'est un homme qui, semble-t-il, n'a pas beaucoup de recul historique ni de vision stratégique, et ça explique qu'il peut se fâcher, à mon avis à tort, avec des alliés apparemment aussi fidèles que Israël ou l'Italie de Madame Meloni, parce que finalement la seule chose qui compte à la fin des fins, c'est la santé de l'économie américaine, donc celle de ses amis et donateurs fidèles. Ça, c'est parce que peut-être il est resté un homme d'affaires en étant élu président des États-Unis. Ça n'est pas faux, je crois, aux États-Unis, corrigez-moi, si vous connaissez cette situation mieux que moi, les fonds de pension, souvent, les fonds de pension, ils sont indexés sur la bourse. Donc ça veut dire que très dangereux. Il y a beaucoup d'Américains âgés qui regardent ce courbe aussi en se disant ils sont contents. Mais la bourse, c'est aussi très spéculatif, c'est très volatile et c'est quand même très dangereux. Non, mais bien sûr. Je veux dire, ce ne sont pas la bourse, ce ne sont pas les seuls fondamentaux économiques. Je veux dire, derrière, il faut qu'il y ait quelque chose. Parce que quand les bulles spéculatives pètent, quand il se passe quelque chose comme en 2008, Goldman Sachs, etc., ou bien 1929, quand ça a explosé vendredi noir à Wall Street, et ben les métastases après elles durent des années. Les adeptes du capitalisme, il y a quand même un danger. Comme Guillaume Enquête vous diront, à la fin ça remonte. Oui, bien sûr, mais il y a quand même un danger à établir toute sa puissance sur le seul cours de la bourse. À mon sens, c'est quand même un peu fragile. Voilà. Si nous avions opté pour un système de retraite par capitalisation, il y aurait 40 milliards de bénéfices, de réserves dans notre système de retraite, parce que sur le long terme, la bourse est indexée sur l'économie, donc effectivement
effectivement, il peut y avoir des coups d'arrêt, mais c'est un système gagnant. Ou alors, si la bourse s'effondre et l'économie aussi, de toute façon, les gens n'ont plus les moyens de payer leur cotisation de retraite. Donc dans tous les cas, ils sont perdants. Je pense que si vous voulez, cette courbe, elle est aussi due à un facteur exogène. Il y a peut-être une bulle sur l'intelligence artificielle. Là, vous avez une capitalisation de grosses entreprises qui sont liées à ce secteur et qui font effectivement exploser.